Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 261. Plaisir et douleur. Quelques instants après avoir quitté la pièce, James conduisit Ayam dans sa chambre. Tandis que James affichait une expression froide, teintée d'une pointe de sadisme, Ayam affichait une expression pleine d'excitation et d'impatience. Après être entré dans la pièce, même si l'expression de James suggérait le contraire, il était intérieurement nerveux. J'ai fait des recherches et j'ai vu plein de... du matériel de recherche, pensa James. J'espère ne pas tout gâcher. Alors, quel genre de punition serait approprié pour cette pauvre Kunoichi excusée, demanda James en lui caressant le menton et en traversant la pièce. Pendant ce temps, l'impatience d'Ayam la faisait trembler d'excitation. Puis, James se dirigea vers la porte de la chambre et la ferma, la laissant légèrement entr'ouverte. Un geste qu'Ayam remarqua sans faute. Va-t-il laisser le reste de la maison voir et entendre mon humiliation, se demanda Ayam, toute mouillée rien qu'à y penser. M'aime-t-il vraiment autant? Tandis qu'Ayam était perdu dans ses fantasmes, James s'approcha d'elle. Puis, il saisit délicatement le menton de l'ex-Satori. L'instant d'après, il le souleva avec force et força Ayam à le regarder dans les yeux. De quoi rêves-tu? Demanda James froidement. Un instant plus tard, il a attrapé l'écharpe qu'Ayam porte normalement et l'a arrachée de son cou. Ayam toussa à cause du moment de constriction dans son cou. Ignorant l'expression douloureuse d'Ayam, James lui saisit les poignets et les tira vers elle. Puis, à l'aide du foulard, il les attacha ensemble et lui leva les bras au-dessus de la tête. À ce moment-là, Ria, Akeno, Moka et Flora arrivèrent devant la porte de James et remarquèrent qu'elle était ouverte. « Écoute, je te l'avais dit », murmura Akeno avec enthousiasme. « On est aux premières loges. » Ils n'ont même pas encore enlevé leurs vêtements que James est déjà en train de l'attacher, dit Flora d'un ton amusé. Si ça aide Ayam à réaliser ses fantasmes, je me demande si elle me ferait ça en public, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Un pervers exhibitionniste, hein, dit Moka en regardant Ria avant de se retourner par la fente de la porte. Pendant ce temps, de retour dans la pièce, James fit apparaître une corde grâce à sa magie. Puis il l'enroula dans l'écharpe qui tenait les poignets d'Ayam. Un instant plus tard, il lança une extrémité vers le plafond, où elle s'accrocha comme une toile d'araignée, bien que la corde ne fût pas tendue. « Quelle punition mérites-tu » se demanda James à voix haute. Après avoir passé beaucoup de temps à réaliser les fantasmes d'Ayam, Ayam poussa un cri qui brisa la barrière de silence de James, mais il ne fut entendu qu'au 2e étage. Autrement dit, outre les personnes présentes dans la pièce, seule Sona put l'entendre, ce qui la surprit grandement. Le cri d'Ayam dura jusqu'à ce qu'elle ait complètement expiré, son corps tremblant si violemment que James crut qu'elle était en train de faire une crise. Au bout de quelques minutes, bien qu'elle ne s'évanouît pas, Ayam fut incapable de réfléchir pleinement pendant un moment. « Est-ce qu'elle va bien » demanda Flora. « Probablement » répondit James. Mais on s'en occupera plus tard. James attira alors Flora vers lui. Pendant les heures qui suivirent, il passa son temps à combattre les 5 filles de sa chambre. Après tout, il avait un surplus d'énergie à gérer. Surtout après une dispute comme celle qu'il avait eue avec Acnologia. Chapitre 262, Projet de Noël. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain, James se réveilla tôt et se sentit frais et dispo. Même s'il n'avait pas dormi 2 heures après ses ébats intenses avec 5 de ses femmes, il se sentait bien. Zut, mon réveil n'a même pas sonné et je suis déjà réveillé, dit James en regardant l'horloge sur sa table de nuit. Bon, je vais juste profiter de quelques minutes de détente. Alors que James était allongé dans son lit, le sourire aux lèvres, il regardait les 5 femmes qui l'accompagnaient. Ria, à sa droite, serrait son bras entre ses seins. Son bras gauche entourait Flora, qui utilisait son épaule comme oreiller. Akeno était allongé de l'autre côté de Flora, la caressant tout en faisant office de grande cuillère. Moka, adossé à Ria, et enfin Ayam, allongé sur James, utilisant le sien comme oreiller. Soupir. C'est la vie, dit James avec un sourire satisfait. 10 minutes plus tard, le réveil de James sonna, signifiant qu'il était temps de se lever et de se préparer pour la journée d'école. Au même moment, les 5 filles commencèrent à se réveiller. Elles embrassèrent toutes James, sauf Ayam, qui le regarda avec incrédulité. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Pensa Ayam en regardant James dans les yeux. Est-ce qu'ils m'ont vraiment attaché, électrocuté, frappé, mordu, baisé au visage, et tout le reste? Voyant la confusion dans les yeux d'Ayam, James comprit plus ou moins ce qu'elle pensait. Puis, le sourire aux lèvres, il passa ses doigts dans les cheveux d'Ayam, l'embrassa doucement et lui parla pour apaiser son incertitude. Ce n'était pas un rêve, dit James avec un léger sourire. C'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi difficile, j'espère avoir fait du bon travail. Tandis que James parlait, les 4 autres femmes sortirent du lit. Puis, Ria, Akeno et Moka rassemblèrent leurs vêtements et quittèrent la pièce une à une. On se voit à l'école, James Yawn, dit Ria d'une voix endormie. Ouais, à plus tard, dit Akeno en secouant son derrière vers James. Je serai prête pour l'entraînement du matin, a déclaré Moka en quittant elle aussi la pièce. Flora, de son côté, rassembla ses vêtements et se rendit dans la salle de bain de James. Si tu m'aides à faire la vaisselle, je t'aiderai aussi, dit Flora avec un clin d'œil.
Bien sûr, dit James en souriant. J'arrive dans 1 minute. Pendant ce temps, Ayam essayait de sortir du lit. Cependant, dès que ses pieds touchèrent le sol, ses jambes se mirent à trembler. Ça va, demanda James en aidant Ayam à marcher. Oui, je me sens incroyablement bien, a déclaré Ayam. Je ne pensais pas m'en sortir avec la tête intacte. Cela ne me semble pas si incroyable, dit James avec inquiétude. Tu plaisantes, demanda Ayam. Il faudra que je te demande de m'aider à repousser mes limites une autre fois, James-sama. Même si James ne voyait ni ne ressentait l'attrait d'aller aussi loin, il secoua simplement la tête. Si c'était ce qu'Ayam voulait, alors c'est ce qu'elle obtiendrait. Mais j'aimerais aussi avoir des rapports sexuels réguliers et sauvages de temps en temps, dit James avec un sourire ironique. J'ai essayé de le cacher hier soir, mais je ne me sens pas à l'aise d'être aussi cruel envers toi. Abandonnant son sourire insouciant et rempli de désir en un instant, Ayam regarda James avec amour. Je sais, dit Ayam en souriant. Et j'apprécie vraiment. Ça ne me dérange pas de faire les choses à ta façon, la plupart du temps, d'ailleurs, mais j'aurai besoin de ma dose de temps en temps. Souriant en réponse, James prit Ayam dans ses bras et la porta dans la salle de bain, où il la lava ainsi que Flora avant de travailler ensemble pour le laver en retour. À partir de ce moment-là, la journée se déroula normalement. Sauf qu'Ayam n'accompagnait pas James à l'école. À sa grande surprise, ses jambes étaient trop tremblantes pour suivre James comme d'habitude. Elle pensa que cela avait probablement un rapport avec toutes les décharges électriques qui la traversaient. Cependant, après la dernière sonnerie à l'école, quelque chose d'inhabituel se produisit. Irina convoqua tous les démons dans la salle du club de recherche occulte. Après la fin des activités, les membres du club MMA et du conseil des élèves allèrent voir de quoi Irina voulait parler. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qui va se passer la semaine prochaine, demanda vivement Irina après que tout le monde se fut assis et eut pris une tasse de thé ou un encas. Le dernier jour du 2e trimestre, demanda Issei, heureux d'avoir 10 jours de vacances scolaires. C'est vrai, cependant, dit Irina, son enthousiasme s'estompant un peu. Ce n'est pas de ça que je parle. La semaine prochaine, c'est Noël, dit Asia avec un sourire. C'est vrai, dit Irina joyeusement. Et on devrait faire quelque chose pour fêter ça. Alors, tu veux célébrer une fête païenne que les chrétiens ont usurpée pour en faire leur propre religion, demanda Skatash, impassible. Sur ce, le silence retomba dans la salle. Irina ne savait pas comment poursuivre la conversation, et tout le monde commença à la plaindre. Maître, je ne pense pas que ce soit le but, dit James. Il s'agit de passer du temps avec ses proches et de répandre la bonne volonté autour de soi, n'est-ce pas, Irina? Oui. Oui, c'est vrai, James sans paix, dit Irina, essayant de raviver son enthousiasme. Nous devrions faire quelque chose de bien pour les habitants de Kuo. Et qu'est-ce que tu as en tête, demanda calmement Sona. Eh bien, dit Irina, le visage rouge. En fait, je ne suis pas allée jusque-là. Je pensais qu'on pourrait discuter de quelque chose ensemble. Irina classique, dit Xenovia en secouant la tête. Un ange autoproclamé n'a même pas de plan pour Noël. Je ne me prétends pas être un ange, s'écria Irina, irritée. Je suis un véritable ange. Même si je ne suis pas fan des fêtes chrétiennes, je souhaite faire quelque chose pour les habitants de la ville dont je suis responsable, a déclaré Ria avec un sourire. Nous sommes aux commandes, dit Sona en ajustant ses lunettes. C'est la même différence. Ria haussa les épaules. Alors, aimerais-tu faire quelque chose comme donner des jouets aux enfants et nourrir les personnes les plus défavorisées, demanda James. Ouais, ça a l'air génial, dit Irina joyeusement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui aies eu cette idée, James sans paix. Bien que tout le monde semble l'oublier, ma mère était une humaine qui vivait en Virginie, aux États-Unis, lorsqu'elle était humaine, dit James avec un sourire ironique. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur la façon dont elle célébrait Noël. Sur ce, tout le groupe a commencé à discuter de ce qu'ils allaient faire, où et quand. Finalement, ils ont décidé de distribuer des jouets et un repas de Noël aux enfants et aux personnes dans le besoin dans le parc, la veille de Noël. On devrait se déguiser pour faire ça, demanda Yuto. Ça rendrait tout plus festif, non? Se déguiser, ça a l'air amusant, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Tu aimes les costumes du Père Noël et des elfes, demanda Maria en hochant la tête. Moi aussi, je trouve ça amusant. C'est ça, s'exclama Issei. Des costumes de Père Noël sexy. Tout le monde soupira à l'unisson à l'exclamation d'Issei. Sauf Asia, bien sûr. Oui, si tu veux, ça ne me dérange pas de m'habiller pour toi, Issei, dit Asia, le visage rouge vif. Les yeux d'Issei brillèrent tandis qu'il regardait Asia. Asia, elle aussi, regarda Issei avec passion. Finalement, tous deux entrèrent dans leur propre monde. Waouh, cette fois, il n'a même pas regardé autour de lui et a habillé toutes les autres filles en costume de Père Noël sexy avec ses yeux, dit Misor d'un ton surpris. Je crois que boire un peu l'a beaucoup calmé. C'est toujours un idiot pervers, dit froidement Koneko. Puis elle regarda James et parla doucement. Si tu veux, je peux aussi te porter un costume de Père Noël sexy. En regardant Koneko, dont le visage était désormais aussi rouge que celui d'Asia, James ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle avait grandi depuis qu'elle utilisait son sanjutsu. Bien que sa taille ne soit passée que de 1,46 mètres, 4 minutes 9 secondes, à 1,52 mètres, 5 minutes, son corps était joliment galbé, avec des courbes aux bons endroits.
Ça ne me dérange pas non plus de porter un costume, dit Mio en détournant le regard de James. Mais ce n'est pas comme si je faisais ça pour toi. Vous feriez attention, demanda Irina, irritée, en s'avançant et en brisant le regard d'Issei et d'Asia. Nous discutons de quelque chose d'important. Après cela, tout le monde s'est mis d'accord pour s'habiller élégamment pour l'occasion. Cependant, les fantasmes sensuels seraient abordés plus tard. Après avoir défini les détails du plan de Noël, tout le monde est retourné au domaine d'Alavru, peu importe à quel point ils étaient excités de célébrer Noël, ils ne seraient pas pardonnés pour l'entraînement de Skatash. Lors de la formation, ils ont présenté l'idée de faire quelque chose pour les habitants de Kuo aux autres membres de la noblesse qui n'allaient pas à l'école. Je passe mon tour, dit Dante en se tenant en équilibre sur une perche. Je pourrais prendre un boulot ce soir-là au lieu de rester dehors dans le froid. Je mettrai une commission sur votre aide cette nuit-là, dit James nonchalamment alors qu'il se tenait en équilibre sur ses feuilles pétales et évitait les sorts contondants lancés par Skatash. J'adorerais participer à un tel événement caritatif, répondit Dante avec un large sourire. Soupir. Si James n'essayait pas de t'aider à rembourser ta dette, tu serais obligé de le faire sans payer, dit la dame en fronçant les sourcils. Peu importe, je suis toujours payé, répondit Dante avec indifférence. J'ai hâte que tout ton argent serve à réparer les dommages collatéraux, dit la dame avec dédain. Alors peut-être commenceras-tu à apprécier ce que tu as. Est-ce moi ou est-ce que cela a un double sens, demanda Séuchulin. Buggy, cria la dame en tirant sur Séuchulin depuis le pieu sur lequel il était en équilibre. Soupir. Ça ne s'améliorera jamais, n'est-ce pas, dit Reya en faisant circuler son énergie démoniaque à la surface de sa peau, essayant d'affiner son contrôle. C'est l'un de tes bons points, dit Tsubaki en souriant à Séuchulin. Si tu le dis, murmura Reya pour elle-même. Alors que le groupe poursuivait son entraînement, Chrome Cruach s'approcha de Skatash. Souriant follement, Chrome Cruach prit la parole devant elle. Combat avec moi, Immortel Cal, dit Chrome Cruach avec enthousiasme. Regardant Chrome Cruach, Skatash regarda Issei. Tes ombres sont trop fines. Recommence, dit Skatash d'un ton sévère. Puis elle regarda à nouveau Chrome Cruach et prit la parole. Si tu pouvais attendre la fin de l'entraînement, ça ne me dérangerait pas. Excellent, j'attendrai, dit Chrome Cruach avec enthousiasme. Au même moment, Tiama entra dans la salle d'entraînement depuis l'ascenseur. James, quand allons-nous à la bijouterie, demanda Tiama avec colère. Je croyais t'avoir dit que je m'attendais à recevoir ma première offrande hier soir, après notre arrivée. Tout comme Skatash l'avait fait avec Chrome Cruach, James lança un regard noir à Tiama et continua d'esquiver les sorts de Skatash tout en sautant entre ses feuilles en forme de pétales. Ne m'ignore pas, cria Tiama avec colère. J'ai dit que je t'en achèterais un une fois par mois, dit James avec indifférence. Quand tu veux, c'est moi qui décide. Arrête de m'embêter pendant mon entraînement. Tiama lança un regard furieux à James après l'avoir entendu. Son aura draconique s'accrut alors qu'elle continuait de le fusiller du regard. Cependant, juste avant de perdre son sang-froid et de sombrer dans la rage, elle sentit une épée lui transpercer la gorge, plusieurs petites lames visant des points vitaux. Au même moment, elle remarqua que James ne se tenait plus dans les airs, sur les pétales créés par le sixième sens. « Calme-toi, mec, dit James sur le même ton indifférent. Je n'ai jamais dit que je reviendrais sur ma parole, mais il faut que tu comprennes que tu n'es pas si spécial que je donnerais tout pour toi. Alors si tu n'arrêtes pas, je mets fin à notre relation. Engage-moi et retourne dans la forêt familière. Et la prochaine fois qu'Acnologia t'attaque, je m'en fiche complètement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, partenaire, dit Dreg dans l'esprit de James. Qu'est-ce qui ne va pas, Dreg, demanda James à Dreg intérieurement. Les dragons puissants comme Tiama aiment les partenaires suffisamment forts pour les dominer, répondit Dreg. Il y a donc de fortes chances qu'une fois sa colère calmée, elle s'attache à toi comme nouveau partenaire. Mais ça va à l'encontre du code des potes, rétorqua James intérieurement. Je ne pouvais pas rester avec l'ex de mon fils. Si tu y pensais, tu as ma bénédiction, dit Dreg avec ce que James interpréta comme un haussement d'épaule. Et si tu parviens à faire en sorte que cette folle cesse de penser à se venger de moi pour la perte de son trésor, ce sera encore mieux. Waouh, eh bien, dit James intérieurement. Ne te demande pas l'impossible. Tu resteras avec cette rancune toute ta vie. Tandis que James et Dreg discutaient, Tiama commença à se calmer. Finalement, avec un grognement, elle répondit à la menace de James. D'accord, je comprends, dit Tiama. Maintenant, laisse-moi partir. Je monte faire une sieste. Sur ce, James retira son épée du cou de Tiama, puis les feuilles de pétales retournèrent à leur place dans la formation que James entraînait. J'espère que vous êtes préparés aux conséquences de vos actes, dit Dreg alors que Tiama retournait à l'ascenseur. Je franchirai ce pont le moment venu, répondit James en haussant les épaules. Maintenant, retournons à l'entraînement avant que le maître n'augmente à nouveau l'intensité. Chapitre 263, préparatifs pour la veille de Noël. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Qu'en est-il de cette suggestion du conseil, demanda Sirzek avec colère. Pourquoi envisagerait-il de transformer Jacques en Satan et les 4 grands Satans en 5 grands Satans? Tu ne lis pas vraiment les rapports qu'il envoie, n'est-ce pas, demanda ce Rafale, d'un ton qui trahissait une certaine lassitude envers Sirzek. Arrête de te comporter comme un mauvais perdant et agis comme le Satan que tu es, Sirzek.
Les 3 autres Satans altèrent lorsqu'ils entendirent ce rafale s'adresser à Sirzek sans le suffixe Chan. Honnêtement, vu la façon dont tu agis ces derniers temps, je peux comprendre pourquoi Gekun ne te respecte plus, a déclaré ce rafale. Le bruit des grincements de dents de Sirzek pouvait être entendu dans toute la salle de réunion. Ajuka s'éclaircit brusquement la gorge. La raison pour laquelle le conseil a suggéré cela était simple. À cause de ce que James a fait hier soir. Ajuka a ensuite remis à Sirzek une copie du rapport qu'il avait reçu de Skatash. Quoi? S'exclama Sirzek, incrédule. Il a vaincu Acnologia? La puissance de ce dragon maléfique se situe quelque part dans la seconde moitié de la classe dragon céleste. N'est-il pas au moins de niveau roi divin? C'est exact, a déclaré Falbio. Et c'est pourquoi le conseil a fait cette suggestion. Comment est-il devenu si fort et si rapide? Demanda Sirzek d'un ton abattu. Soupir. Parce qu'il est tout aussi talentueux, voire plus, que nous tous, dit Ajuka en croisant le regard de Sirzek. Et il travaille dur aussi. Ce qu'aucun de nous n'a jamais eu à faire. Oui, tout nous est toujours venu naturellement. Ce rafale hocha la tête. Sirzek-chan, tu n'es pas le seul à avoir laissé ton orgueil prendre le dessus. Bâillement. Je ne laisse jamais mon orgueil m'emporter, dit Falbium d'une voix endormie. Non, tu ne l'as pas fait, dit ce rafale avec un sourire. Tu es juste paresseux. Pour la première fois, après avoir vu James accomplir quelque chose qu'il savait impossible, même à son meilleur, Sirzek prit enfin un moment pour s'observer. Et il n'apprécia pas ce qu'il vit. Soupir. Je suppose qu'ils ont raison, pensa Sirzek. Je n'ai pas agi comme un diable. J'ai arrêté d'essayer de m'améliorer. Attendez, est-ce que j'ai vraiment essayé de m'améliorer? Je ne pense pas, ça s'est toujours fait naturellement. Et la façon dont j'ai traité James et Greffia. Soupir. Monde humain, Sicile, Céphalu. Pendant que les Satans discutaient de la possibilité de promouvoir James dans leur rang, Rizvim était assis sur la plage sous un parasol en train de lire les recherches qu'il avait volées à Asgard. Ce gros salaud écailleux a retardé mes plans d'au moins quelques mois. Rizvim jura en lisant le rapport de recherche. Devrais-je le tuer maintenant? Je devrais le tuer maintenant, non? Oui, je devrais absolument le tuer maintenant. Rizvim leva alors les yeux du document qu'il lisait et fixa la forme draconique d'Acnologia et son village détruit d'un regard venimeux. Il leva alors sa main droite, paume pointée vers le dragon maléfique, et commença à rassembler une grande quantité d'énergie démoniaque dans sa paume. Cependant, juste avant de tirer, il dispersa l'énergie. Non, pas encore, répondit Rizvim en secouant la tête. Ce lézard et mon autre pièce cachée seront de parfaites distractions quand je commencerai à briser le sceau. Ya. Rizvim éclata de rire, impatient de plonger le monde dans le chaos. Cependant, avant de pouvoir rester heureux trop longtemps, il regarda Acnologia et se souvint à quel point ce gros bâtard écaillant entravait ses plans. Le cycle de lecture, de haine, d'intentions meurtrières et de rire se poursuivit ainsi pendant les heures qui suivirent. Finalement, Rizvim décida qu'il avait besoin de changer d'air, sous peine de tuer Acnologia, affaibli, dans un accès de rage. Monde humain, Japon, Kuo. Les jours suivants passèrent à toute vitesse. Les 3 groupes d'élèves démons firent de leur mieux pour réduire leurs activités extrascolaires après avoir arrêté leur plan pour Noël. Ne pouvant réduire leur temps d'entraînement, ce que Skatash ne leur permettrait jamais, ils utilisèrent le temps ainsi créé pour préparer ce dont ils auraient besoin pour le réveillon de Noël. Le week-end est enfin arrivé. Aujourd'hui, samedi 20 décembre, James a accompagné Irina, l'animatrice de cette activité de Noël, Yuto et Mio pour faire les courses. Vous avez déjà contacté le fabricant de jouets, n'est-ce pas? Demanda James tandis que les 4 adolescents déambulaient dans les rues de Kuo. Oui, monsieur, répondit Irina avec un geste de la main enjouée. Ils ont dit que tout serait prêt ce soir. C'est trop rapide, dit Yuto, une pointe d'étonnement dans la voix. On a commandé ça en si peu de temps. Eh bien, quand j'ai mentionné que le groupe Gremory et le groupe Citri paieraient pour cela, ils étaient vraiment excités. Eh bien, tu sais ce qu'on dit, non? Répondit James avec un sourire ironique. L'argent fait tourner le monde. J'ai entendu ce dicton aussi, dit Mio. Mais de quelle quantité de nourriture avons-nous besoin? Combien de personnes prévoyons-nous de nourrir? Mio-chan, je suis surprise, dit Irina en regardant Mio, choquée. Surpris par quoi? Demanda Mio d'un ton agressif. Tu es habituellement très distant, dit Irina, essayant d'expliquer sa précédente déclaration. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi enthousiaste à l'idée d'aider les plus démunis de la ville. Renifla Mio en détournant le regard d'Irina. Ne fais pas attention à elle, Irina, dit James avec un sourire. Puis il tapota la tête de Mio et poursuivit. Ce n'est qu'une tsundere. Sous son air féroce, c'est une fille au grand cœur. Au début, lorsque James commença à lui caresser la tête, Mio plissa les yeux de plaisir. Cependant, lorsqu'il la traita de tsundere, elle retira rapidement sa main. Ne m'appelle pas comme ça, hurla Mio, les joues rouges. Si tu m'appelles encore comme ça, je te tue 100 fois. Voyant Mio agir comme un chat sur lequel on vient de marcher sur la queue, James et Irina ont commencé à rire joyeusement tandis que Yuto souriait à l'interaction. Arrêtez de rire, cria Mio, faisant rire le groupe encore plus fort. Pendant que James, Yuto, Mio et Irina se promenaient dans la ville pour récupérer les choses dont ils avaient besoin, Shuna, Tsubasa,
Tomo et Momo étaient occupés au domaine d'Alavru à confectionner les tenues que les membres de la noblesse porteraient la veille de Noël. Sérieusement, tant de filles veulent porter un costume de Père Noël, demanda Momo. Mais tous les humains ne trouveront-ils pas étrange qu'il y ait plusieurs Mères Noël et un seul Père Noël? Je sais, non, dit Tomo avant de commencer à compter sur ses doigts. Sona Keshu, Ria Sampé, Akeno Sampé, Flora Sampé, Misor, Moka, Xenovia, Koneko, Ravel et Mio. Toutes les filles ne s'intéressent pas à James Sampé. N'oubliez pas Maître Skata chez Roswell Sensei, ajouta Tsubasa en découpant un morceau de tissu que Shuna avait marqué plus tôt. Bref, si vous ne pouvez pas parler en travaillant, arrêtez de parler. Ok, crièrent Momo et Tomo avec enthousiasme. Ils m'ont oublié. Pensa Shuna en cousant le costume sur lequel elles travaillaient ensemble. Moi aussi, je porterai un costume de Père Noël. Salut Shuna, dit Momo. On a regardé les costumes du Père Noël, mais as-tu des dessins des autres costumes? Comme ceux des elfes et des reines? Oui. Shuna hocha la tête, ses mains ne ralentissant pas le mouvement. James m'a aidé à les dessiner il y a quelques jours. On peut les voir? Demanda Tomo avec curiosité. Bien sûr, ils sont là, sur mon bureau, répondit Shuna. Prenant quelques minutes pour finir de couper le tissu dont Shuna avait besoin pour son prochain costume, Momo, Tomo et Tsubasa se dirigèrent vers la table de Shuna. Lorsqu'ils virent les photos du costume, ils furent émerveillés. James Sampé n'a pas seulement conçu le costume, dit Momo d'un ton surpris. Il a conçu le costume et la personne qui le porterait. Comme Momo, Tsubasa était surprise par le soin apporté à chaque costume. Tomo, quant à elle, avait beaucoup de sang qui coulait du nez. Gaspé-kun est tellement mignon dans ce costume d'elfe, s'exclama Tomo. Et il aura une jupe. Il risque de mourir prématurément, à force d'être trop mignon. Au lieu de commenter le penchant de leur ami pour les garçons à l'air juvénile, Momo et Tsubasa ont éloigné Tomo des dessins pour éviter que ces taches de sang ne les gâchent. Chaque dessin comportait leur mensuration et les dimensions de chaque morceau de tissu. Au même moment, dans la cuisine du manoir, Leona, Akeno, Tsubaki, Irene et Issa, qui était un cuisinier étonnamment bon, discutaient du menu qu'ils serviraient la veille de Noël. On sait que James va attraper beaucoup de dindes, dit Leona en souriant. Mais comment les cuisiner? Combien y a-t-il de façons de cuire une dinde? Demanda Irene. À part la rôtir, je n'ai jamais entendu parler d'autre méthode. Eh bien, tu peux le fumer ou même le frire, dit Issa nonchalamment. Personnellement, je le préfère frit. Oui, mais à ma connaissance, frire une dinde peut être dangereux, dit Leona. Si la dinde n'est pas complètement sèche, elle pourrait exploser quand on la plonge dans l'huile. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, tante Leona, dit Akeno avec un sourire. C'est vrai, ajouta Tsubaki. On peut demander à Keshu de retirer l'eau grâce à sa magie. C'est vrai, répondit Leona en souriant. La magie rend tout tellement plus pratique. Quoi qu'il en soit, s'il y a tant de façons de préparer une dinde, je pense que nous devrions en préparer de chaque, a déclaré Irene. Tu veux juste essayer quelque chose de nouveau, hein, dit Leona en souriant. Non, bien sûr que non, répondit calmement Irene. Cependant, en regardant attentivement, on pouvait voir que ses joues étaient légèrement rouges. Plus important encore, dit Issa, les bras croisés. Quel genre d'accompagnement allons-nous préparer? On ne peut pas juste nourrir les gens avec de la dinde, si? Cependant, avant qu'ils ne puissent discuter davantage, ils ont été interrompus et contraints de mettre fin à la conversation pour le moment. Tu parles de ce que tu vas cuisiner pour le dîner de Noël, c'est ça? Demanda Shion en entrant dans la cuisine. Je veux aider. Alors peut-être que James mangera un peu de ma cuisine. Ainsi, pendant la demi-heure qui suivit, le groupe de 5 fit de son mieux pour dissuader Shion de participer à cette partie du plan. Finalement, Leona réussit à la convaincre qu'au lieu de cuisiner pour James, il apprécierait davantage qu'elle le nourrisse pendant qu'il travaillait. Un instant plus tard, après avoir été secrètement invoqué par Irene, Skatash arriva et força Shion à la combattre. Soupir, c'était dangereux, dit Tsubaki. Ouais, aucun d'entre nous ne veut subir la stigmatisation d'un meurtre de masse la veille de Noël, a déclaré Akeno en essuyant une goutte de sueur de son front. Leona, Irene et Issa acceptèrent. Elles discutèrent ensuite à nouveau de ce qu'elles serviraient avec la dinde. Finalement, elles décidèrent d'opter pour un dîner américain composé de dinde, de purée de pommes de terre et de sauce, de choux verts, de patates douces, de sauce au canneberge et d'une tarte aux pommes en dessert. Au même moment, alors qu'ils se promenaient dans une autre partie de Kuo, Sehushulin parcourait les nombreuses boutiques de luxe que la ville avait à offrir, à la recherche du cadeau de Noël parfait pour Tsubaki. Bon sang, Irina, murmura Sehushulin en sortant d'une boutique de vêtements pour femmes haut de gamme. Si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas à m'inquiéter pour un cadeau de Noël. Pour être clair, Sehushulin n'a rien contre les cadeaux à Tsubaki. Cependant, il se connaît bien. Et il sait qu'il lui faudra bien plus qu'une semaine pour choisir un bon cadeau pour Tsubaki. Bon sang, il commence généralement à chercher un cadeau d'anniversaire au moins 2 mois à l'avance. Maintenant, Sehushulin court contre la montre et accuse Irina seule. Chapitre 264, la veille de Noël. Monde humain, Japon, Kuo. Les jours suivants passèrent rapidement, et la veille de Noël arriva bientôt. James, Ria et les membres de la noblesse de Sona étaient réunis dans le parc, où une salle à manger improvisée était installée, où les habitants de toute la ville pouvaient venir savourer un chaleureux dîner de Noël.
De plus, une petite tente remplie de jouets était installée, où les enfants pouvaient venir en recevoir un. Jusqu'ici, tout va bien, a déclaré James alors qu'il faisait une courte pause devant le stand de concession. Oui, je suis vraiment surprise du nombre de personnes présentes, a déclaré Sona en souriant. Mais c'est agréable de voir autant de visages souriants. Vraiment, demanda Tiama d'un ton dégoûté. Je ne comprends pas pourquoi tu donnes des choses à ces gens. Parce que tout le monde n'est pas motivé par la cupidité comme toi, a déclaré Dreg. Eh bien, si je me souviens bien, ce n'était pas comme ça jusqu'à ce qu'un certain type infidèle perde toutes mes affaires lors d'une dispute d'amoureux homosexuels, rétorqua Tiama. Oh merde, des coups de feu ont été tirés, dit James en riant. Même Sona se couvrit la bouche pour ne pas éclater de rire en entendant le retour de Tiama. Dreg, quant à lui, resta silencieux un instant, ne sachant que répondre. En fait, il y a une question que j'ai toujours voulu poser, dit Tiama avec un sourire cruel. Étais-tu celle du dessus ou celle du dessous? Ou était-ce pour ça que vous vous disputiez? Maudite sois-tu, Tiama, hurla Dreg avec colère. Si j'avais un corps, je te montrerais ce que signifie être le dragon de la domination. Vraiment, demanda Tiama avec dédain. Mais tu n'as même pas survécu à ton hôte. Franchement, demande-toi si tu pourrais supporter 5 femmes aussi longtemps. Et. Arrête, s'exclama James, les yeux écarquillés. Enfin, t'écouter attaquer Dreg, c'est marrant, mais ne m'implique pas là-dedans. Tu as raison, dit Tiama en hochant la tête avec une aisance surprenante. Je n'ai pas besoin d'impliquer James pour lui expliquer que tu n'es qu'un idiot. Ai-je besoin de Dreg? Je n'ai pas besoin d'accepter ça, dit Dreg avec colère. Je vais dormir. Après cela, peu importe à quel point Tiama le frappait, Dreg ne répondait plus. Eh bien, ça aurait été absolument hilarant si tu n'avais pas mis mon nom dessus, dit James en secouant la tête. Renifla Tiama. Dragon domination, mon cul. Je me suis un peu perdue. Au fait, dame Tiama, pourquoi avez-vous décidé de nous rejoindre ce soir, demanda Sona, s'efforçant de changer de sujet. Je n'ai jamais participé à cette fête, alors je voulais la voir de mes propres yeux, répondit Tiama. Et comme je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous offririez ces trésors, aussi précieux soient-ils, à des personnes avec lesquelles vous n'avez aucun lien. En réponse à la déclaration de Tiama, James et Sona échangèrent un regard, comme s'ils se disputaient pour savoir qui répondrait. Finalement, James soupira et regarda à nouveau Tiama. Nous faisons cela pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, dit James d'un ton solennel. Je suis sûr que vous le savez, mais aucun être ne n'est égal, ni dans ce monde ni dans aucun autre. Tiama hocha la tête en réponse et fixa James du regard pour voir ce qu'il comptait dire ensuite. James tenta alors d'expliquer le concept de propagation de la bonne volonté et autres à Tiama, qui incarnait plus ou moins la cupidité d'un dragon. Inutile de dire que la conversation ne se déroula pas très bien. Peu importe comment James expliquait son point de vue ou celui des masses, Tiama ne réagissait que d'une seule voix. S'ils ne sont pas assez forts pour obtenir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent, alors ils ne le méritent pas. Finalement, James abandonna et résuma tout en une phrase simple, ce qui, étonnamment, permit à Tiama de comprendre rapidement. Nous faisons cela parce que nous le voulons, a déclaré James avec un sourire fatigué sur son visage. Je vois, dit Tiama en hochant la tête, signe de compréhension. C'est ainsi que les êtres forts devraient agir. Aucune autre raison n'est nécessaire. C'est moi, murmura Sona à l'oreille de James tandis que Tiama hochait la tête avec un sourire suffisant. Où essaie-t-elle de te dresser? Je préfère ne pas y penser maintenant, répondit James en secouant la tête. Puis, d'une voix normale, il s'adressa à Tiama. Bref, on ira faire les magasins le lendemain de Noël, Tia. Mais pour l'instant, Sona et moi devons retourner au travail. Fais ce que tu veux, dit Tiama, avec beaucoup plus d'enthousiasme dans son ton. Sur ce, James et Sona mirent fin à leur pause et retournèrent t'aider à servir le dîner de Noël. Quelques heures passèrent encore. Nombreux étaient ceux qui étaient fascinés par les costumes des filles. Nombre d'hommes avaient le sentiment d'avoir reçu le plus beau cadeau de l'année. Il y avait tellement de Père Noël sexy et d'elfes adorables en top décolleté et mini-jupe qu'ils ne savaient plus quoi faire. Sans les regards furieux des démons masculins et les explosions occasionnelles de smartphones ou d'appareils photo numériques, de nombreuses photos des filles auraient circulé sur Internet. Alors que l'événement caritatif touchait à sa fin, avant que le groupe puisse se coucher, ils ont reçu un invité inattendu. Irina, a crié un homme d'âge moyen en entrant dans la tente principale où les repas étaient servis. Irina, avec ses ailes et son halo visible et vêtue de la tenue qu'elle porte habituellement lorsqu'elle doit faire un voyage au paradis, se retourna, confuse, en entendant son nom appelé si soudainement. Lorsqu'elle se retourna, Irina vit un homme d'âge moyen aux cheveux châtain clair, de la même couleur que les siens, vêtu d'un habit de prêtre. En le reconnaissant, ses yeux s'illuminèrent et elle sourit d'un air radieux. Puis elle replia ses ailes et se mit à courir vers lui. « Père » s'écria Irina en sautant vers l'homme d'âge mûr, qu'elle identifia comme son père, et en le serrant dans ses bras. « Tu es venu me voir. » « C'est vrai, » dit le père d'Irina, Shidu Tuji, en souriant. « Je viens de terminer une mission ici au Japon et j'ai décidé de venir ici pour prendre des nouvelles de mon adorable fille. »« Ah, c'est Tuji Jizan, » dit Issei, dans son costume de reine, en s'approchant du duo père-fille. « Ça fait un bail. »« En fait, ça fait un bail, » dit Tuji avec un sourire ironique. « Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes un démon. »
Je m'attendais à ce que tu deviennes un exorciste comme Irina. Au lieu de répondre, Issei commença simplement à se gratter la joue et à détourner le regard maladroitement. Comme si cette incarnation de la luxure pouvait devenir un exorciste, dit Mysore d'un ton dédaigneux. Après avoir entendu cela, Touji ne put que maintenir son sourire ironique. J'ai entendu les rapports, dit Touji. Je me demande comment le garçon que je connaissais à l'époque est devenu comme ça. Je n'ai aucun regret, dit Issei résolument. OP, c'est la vie. OP, c'est la justice. OP, c'est la vérité. Si Issei n'était certainement pas gêné par son petit discours improvisé, Asia et Irina ne purent s'empêcher de rougir et d'être gênés par lui. Pendant ce temps, tous les autres ne pouvaient que soupirer de résignation. Touji, quant à lui, n'imaginait même pas comment réagir. Heureusement, il fut sauvé de cette situation par une tape sur l'épaule de James. Si tu y réfléchis trop, tu perds, dit James en souriant. Bref, ravi de te rencontrer. Je suis James Alavru. C'est un plaisir de vous rencontrer, dit Touji, visiblement soulagé. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Alavru-kun. Votre nom est très populaire dans le monde surnaturel. De plus, votre titre de démon le plus puissant fait de vous un sujet de discussion au sein de l'Église. Je vois, répondit James avec un sourire. Eh bien, je préfère qu'on parle de moi pour ma manche que pour ma force de combat, si ce ne sont pas mes ennemis de toute façon. Manga, demanda Touji, confus. Oui, père, c'est Mangetsu Sensei, dit Irina avec enthousiasme. Oh, dit Touji, surpris. Tu écris et dessines des mangas très intéressants et amusants. Merci, répondit James avec un sourire. Après cela, Irina présenta son père à tous les présents. Ils passèrent ensuite les 15 dernières minutes à distribuer le dernier repas. À la fermeture, ceux qui avaient faim mangèrent les restes pendant que chacun rangeait ses courses. Heureusement, tous les jouets furent distribués assez tôt, ce qui leur évita d'en rapporter au manoir. Une fois tout réglé, tout le monde décida de retourner au manoir au lieu de se téléporter. Ainsi, ils pourraient déposer Issei, Asia, Janshiro, Ruruko qui avaient décidé de passer la nuit chez Janshiro, Irina et Touji en chemin. Finalement, vers minuit, les habitants du domaine d'Alavru purent rentrer chez eux. Alors, lorsqu'ils arrivèrent à la chambre, « Joyeux Noël !» criaient joyeusement ceux qui étaient restés à la maison. Même Yasaka et Kunu étaient venus passer Noël avec leur nouvelle famille. Cependant, le premier à s'avancer vers les bénévoles fut Sei Shulin. Se dirigeant vers Tsubaki, il lui tendit une boîte à bijoux enveloppée d'un ruban. « Joyeux Noël, Tsubaki !» dit Sei Shulin en souriant. « C'est pour toi. » Tsubaki accepta la boîte et sourit et apprit-la avec affection. Puis, en ouvrant la boîte, elle découvrit un collier en or blanc orné d'un médaillon en forme de cœur. Prenant le collier, le sourire de Tsubaki s'élargit. Puis elle ouvrit le médaillon. À l'intérieur se trouvait une petite copie de la première photo qu'ils avaient prise ensemble. Voyant cela, Tsubaki serra Sei Shulin dans ses bras et l'embrassa passionnément. « Merci, ce tanta » dit Tsubaki avec un beau sourire. « J'adore ça. » Cependant, avant que Sei Shulin ne puisse répondre, la main de James fut pressée à l'arrière de sa tête. « Vraiment, lancé ?» demanda James d'un ton neutre. « Je vais te dire ce que je comptais offrir aux filles. Et puis, tu m'imites et tu as hâte que je te donne mon cadeau ? Au lieu de ça, tu le fais devant tout le monde. » Oh. James, oh, je suis désolé, dit Sei Shulin en agitant les bras. S'il te plaît, oh, laisse-moi partir. Au début, tout le monde fut surpris de voir à quel point Sei Shulin avait été prévenant dans le choix de son cadeau pour Tsubaki. Cela ne veut pas dire que Sei Shulin offre généralement de mauvais cadeaux. Cependant, ces cadeaux ont tendance à être plus pratiques. La surprise générale était donc justifiée. Mais après avoir entendu les paroles de James, tous ne purent que soupirer de résignation. Lancé sera lancé, pensèrent-ils tous à l'unisson. Tsubaki, quant à elle, avait pitié de James et était un peu déçue par le timing de Sei Shulin. Aussi amoureuse de lui qu'elle fût, elle-même trouvait stupide de lui offrir son cadeau avant qu'il ne soit donné aux filles. Mais elle aimait tellement le cadeau qu'elle décida de ne pas le réprimander. Du moins pour ce soir. Après avoir surmonté le faux pas de Sei Shulin, les filles de James étaient impatientes de recevoir leur propre médaillon. Sans perdre de temps, James sortit 10 colliers en platine. Chaque médaillon était orné d'une pierre précieuse assortie à la couleur de cheveux de chaque fille. Puis, il distribua les médaillons. Certains portaient des photos de leur enfance, d'autres des photos de leurs années de lycée. Bref, comme Tsubaki, elles avaient toutes des copies de la première photo qu'elles avaient partagée avec James. Après cela, James sortit un 11e collier et un médaillon. Cette fois, le médaillon avait la forme d'un petit renard. Puis, après s'être approché de Kunu, James s'agenouilla et le passa autour de son cou. À l'intérieur se trouvait une photo de Kunu tenue par James et Yasaka, la première photo de famille qu'ils avaient prise ensemble. « Merci, Otusan » dit joyeusement Kunu avant de serrer James dans ses bras. Après cela, tout le monde a échangé joyeusement des cadeaux avant d'aller se coucher. Heureusement, c'était le dernier jour de la 2e heure, donc il n'y avait pas cours le lendemain. Chapitre 265, La vengeance. Monde humain, Japon, Kuo. Peu après s'être séparés du reste du groupe, Issei, Asia, Irina et Touji entrèrent dans la résidence des Yudu. À leur arrivée, les parents d'Issei, Goru et Miki Yudu, les accueillirent avec empressement.
Naturellement, ils furent agréablement surpris d'apercevoir Touji, qu'ils n'avaient pas revu depuis leur départ pour l'étranger avec Irina, 10 ans plus tôt. Après une brève discussion, des retrouvailles et un échange de cadeaux de Noël, qui durèrent un peu plus d'une heure, Touji décida qu'il était temps de rentrer à leur logement, un hôtel près de l'église abandonnée. Triste que son père parte si tôt, Irina décida de l'emmener. Cependant, au moment où ils se disaient au revoir, ils furent interrompus. « Je t'ai enfin trouvé, Shidou Touji », dit un homme aux longs cheveux noirs en s'approchant du duo père-fille. Alors que l'homme s'approchait, Irina et Touji remarquèrent le tachi noir, une épée longue japonaise, dans sa main droite. À la vue de cette épée, ils comprirent que cet homme manigançait quelque chose de mal lorsqu'il s'approcha d'eux. Tandis qu'Irina montait immédiatement sur ses gardes, Touji fut confus et surpris en reconnaissant le visage de l'homme. « Qui es-tu » demanda Irina en matérialisant une épée de lumière dans sa main droite. « Masaomi » demanda Touji, la surprise palpable. « Comment est-ce possible ? Je t'ai vu mourir. » Yagaki Masaomi, un exorciste de l'église protestante qui vivait au Japon, était également l'amant de l'ancien surintendant de la ville de Kuo, Cléria Bélial, avant qu'ils ne soient tous deux assassinés en raison de l'amour interdit entre un démon et un exorciste. « Bien sûr que oui », répondit l'homme, d'un ton venimeux. « Après tout, c'est toi qui m'as tué. Mais pas avant de m'avoir trahi. »« Papa, tu connais ce garçon ?» demanda Irina en regardant son père tout en restant concentrée sur Masaomi. « Il était membre de mon équipe d'exorcisme lorsque nous vivions au Japon », répondit Touji, ne comprenant toujours pas comment Masaomi pouvait être en vie. « Ton équipe, hein ?» dit Masaomi avec un rire terrifiant. « J'imagine que tu ne peux plus les appeler comme ça. Puisque tu es le seul survivant. »« Que veux-tu dire ?» demanda Touji en fronçant les sourcils. « Ils sont tous morts, » dit Touji, un sourire maniaque aux lèvres. « Je les ai tous tués. Et je vais te tuer aussi. Tous ceux qui m'ont séparé de la femme que j'aimais doivent payer. » Sur ce, Masaomi décida qu'il était inutile de parler davantage. Puis il chargea, son épée pointée sur Touji. Sa vengeance étant si proche, son sourire dément s'élargit. Cependant, avant que son épée ne puisse transpercer sa cible, elle fut interceptée. Cliquetis. Le bruit de la collision résonna dans tout le quartier. Pendant ce temps, Irina fut projetée en arrière, tandis que son épée lumineuse était détruite par la collision avec son père. Touji ne réagit même pas, encore sous le choc de la mort de son ami. Au même moment, de nombreux voisins furent alertés par le bruit assourdissant. Se relevant rapidement, Irina matérialisa une autre épée de lumière, déploya ses ailes et la lança vers Masaomi. Prenant soin de ne pas bloquer directement l'épée, mais s'efforçant d'esquiver ou de parer les attaques, Irina et Masaomi s'engagèrent dans un combat rapproché rapide. Malheureusement, Irina ne parvint pas à prendre le dessus. Bien qu'elle soit devenue un ange à 6 ailes grâce à l'entraînement de Skatash, elle ne parvint pas à vaincre son adversaire. Qui est ce type exactement ? Se demanda Irina en échangeant des coups d'épée avec Masaomi. Il est au moins de niveau moyen supérieur. Et cette épée ressemble à une épée sacrée, mais je ne sais pas ce que c'est. Finalement, Irina et Masaomi se séparèrent. Irina en fut reconnaissante. Tandis qu'elle observait Masaomi, ce dernier contempla son épée avec un sourire heureux. Il avait raison, dit Masaomi. J'ai vraiment un don pour les sabres sacrés. Et comme je suis japonais, il n'y a pas de meilleur sabre pour moi que l'âme no Murakumo no Tsurugi. Quoi ? C'est impossible, s'exclama Irina. Le Murakumo Tsurugi a été brisé il y a des siècles. Ah. Eh bien, c'est réparé maintenant, dit Masaomi avec un sourire maniaque. Puis il pointa son épée vers Irina et reprit la parole. Et s'est mis à jour. Morsure de serpent à 8 têtes. Suite au cri de Masaomi, 8 têtes de dragon serpentines jaillirent de la pointe de l'épée et foncèrent sur Irina. Naturellement, Irina fut surprise. Mais elle fit de son mieux pour les couper toutes. Bien qu'elle parvint à en éliminer 7 en les tranchant ou en les esquivant, l'une d'elles réussit à passer sa garde. Cependant, elle passa juste à côté d'elle. Au lieu de cela, elle ouvrit la gueule et mordit le bras gauche de Touji. Oh, cria Touji de douleur avant de tomber à genoux, son visage instantanément pâle. Père, hurla Irina, paniquée. Cependant, avant qu'Irina ne puisse avancer vers son père, la rue où Irina et Masaomi se battaient fut plongée dans l'ombre. Masaomi et Irina furent alors entraînés dans l'ombre. Un instant plus tard, l'ombre disparut. Asia se précipita hors de la résidence Yudu et commença à soigner Touji, blessé. Il y a quelques minutes, au moment où la première altercation entre Irina et Masaomi a éclaté, Issei et Asia étaient allongés sur le lit d'Issei, enlacés. Depuis qu'ils avaient franchi la ligne rouge pendant qu'Irina escortait James et ses nobles au paradis, Asia est restée ferme et a cessé de se laisser influencer par Irina concernant Issei. Au moment où les deux amoureux s'apprêtaient à jouer, le bruit assourdissant de 2 épées s'entrechoquant se fit entendre. Aussitôt, Issei sauta du lit, irrité, et s'habilla rapidement. Asia fit de même, bien que beaucoup moins irritée. Une fois habillés, ils descendirent précipitamment pour voir ce qui se passait dehors. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée pour voir ce qui se passait, ils arrivèrent juste à temps pour voir Touji se faire mordre par une tête de dragon serpentine. Asia, contacte Bushu, dit Issei tandis que Griffe d'ombre apparaissait dans ses bras. Dis-lui que je vais mener un ennemi aux abords de la ville, au sud. Ensuite, je veux que tu t'occupes de Touji gisant. Je comprends, dit Asia en créant un cercle magique de communication. Fais attention, Issei.
Ne t'inquiète pas, je le ferai, dit Issei avec un sourire pervers. J'attends toujours ce cadeau de Noël dont tu parlais. Après cela, Issei s'enfonça dans son ombre, laissant Asia rougir à l'entrée de la maison. Issei étendit alors son ombre et enveloppa Irina et Masaomi, les emmenant aux abords de la ville, non loin de Devil May Cry. Quelques instants plus tard, Irina et Masaomi surgirent du nombre à l'extérieur de la ville. Naturellement, Masaomi était perplexe. Irina, quant à elle, savait très bien de quoi il s'agissait. Après tout, elle avait passé beaucoup de temps à s'entraîner avec Issei. Où sommes-nous ? Demanda Masaomi en regardant autour de lui. Qui a fait ça ? Peu importe, après avoir reçu le poison de Yamata no Orochi, Touji va sûrement mourir. J'ai enfin eu ma revanche. Ah ah ah. Alors que Masaomi riait à haute voix et que des larmes de joie coulaient sur son visage, Issei sortit de l'ombre d'Irina. Irina, qui est ce garçon ? Demanda Issei, un peu déconcerté par ce rire fou. Issei, mon père a été mordu, s'écria Irina, les larmes aux yeux. Il a dit que c'était le poison de Yamata no Orochi. Ne t'inquiète pas, Asia veille sur lui, dit Issei, s'efforçant de réconforter Irina. Elle a débloqué son balance breaker récemment, tu te souviens ? Touji Jizan s'en sortira très bien avec ta capacité de guérison. Sur ce, Irina se calma un peu. Cependant, l'inquiétude dans son regard était palpable. De plus, Masaomi semblait écouter ce qu'Issei avait à dire. Pourtant, au lieu de se montrer agressif, Masaomi se mit à rire encore plus fort. Tu crois que guérir du poison de Yamata no Orochi est si simple ? Demanda Masaomi. Il te faudrait un Sacred Gear comme Twilight Healing. Ce serait indispensable. À ce moment-là, Masaomi enregistra pleinement les paroles d'Issei. Tu as dit Asia ? Demanda Masaomi. Comme dans l'ancienne Sainte Vierge, Asia Argento ? Et alors ? Demanda Issei en se mettant en position de combat. Issei, tu dois faire attention, murmura Irina en adoptant sa propre position de combat. Il tient un sabre sacré. Le plus puissant de la tradition japonaise, l'âme no Murakumo no Tsurugi. Sérieusement, ça risque d'être terrible, dit Issei, se souvenant de la puissance des fragments d'Excalibur. J'espère que Bushu et les autres arriveront vite. Lorsqu'Asia s'est précipitée vers Touji avec un cercle magique de communication flottant près de son oreille gauche, Ria était tout aussi furieuse lorsqu'elle a été interrompue par une communication entrante. En fait, tout comme Issei et Asia, James et tous ses amants s'apprêtaient à passer une belle fête de Noël. L'agression du père d'Irina devant la maison d'Issei a mis fin à tout cela. Ria et Akeno préparèrent rapidement quelques tenues. Puis, ils contactèrent le reste de la noblesse de Ria et se précipitèrent vers la périphérie sud de la ville. Naturellement, le reste du groupe n'était plus d'humeur à se livrer à des jeux coquins. Ils s'habillèrent alors et se préparèrent au cas où ils seraient appelés en renfort. Sérieusement, qui cause autant de problèmes à Noël ? Demanda Misor en faisant la moue. Quelqu'un qui a l'impression de n'avoir rien à perdre, répondit Moka. James-sama, voulez-vous que j'aille sur le champ de bataille et que je monte la garde ? Demanda Ayam. Je regrette de te demander ça pour Noël, dit James en passant ses doigts dans les cheveux d'Ayam. Mais si tu pouvais nous tenir informés de l'avancée de la bataille, j'apprécierais. Bien sûr, dit Ayam. Puis elle se pencha et embrassa James sur la joue. Un instant plus tard, Ayam disparut de sa place en rougissant légèrement. Au même moment, Ria et ses camarades volaient vers la périphérie sud de la ville. À leur arrivée, Masaomi venait de terminer sa question sur l'Asie. Si vous avez l'intention de faire du mal à ma belle servante, nous devons en finir ici et maintenant, dit Ria en atterrissant. Un instant plus tard, toute la noblesse de Gremory atterrit derrière elle, se tenant entre Masaomi et la ville. Bonjour, Issei-kun, dit Akeno en souriant. N'aurait-il pas été préférable de te placer entre lui et la ville ? Comme ça, s'il voulait retourner voir Touji-san, il aurait dû passer par toi. En entendant la question d'Akeno, les yeux d'Issei s'écarquillèrent. Il se gratta la joue, gêné. Je pense que tu as raison, dit Issei avec un sourire timide. Heureusement que j'avais confiance en moi à l'époque. Quel poison ? Demanda Ria en fronçant les sourcils. Irina expliqua alors que l'épée dans la main de Masaomi était l'âme no Murakumo no Tsurugi, et qu'elle pouvait créer les 8 têtes de Yamata no Orochi pour attaquer. De plus, ces têtes pouvaient injecter le venin du dragon maléfique dans ce qu'elles mordaient. Tandis que Ria et les autres parlaient, il était évident que Masaomi était en pleine crise de nerfs. Cependant, pour ceux qui le regardaient, il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une dépression nerveuse après un échec. Son aura fluctuait. Un instant, il était celui d'un humain de haut rang. Puis, l'instant d'après, celui d'un dragon maléfique au sommet du classement final. Non. Je ne te laisserai pas prendre mon corps, hurla Masaomi, mettant fin à la conversation du démon. Moi, Yagaki Masaomi, je me vengerai. Non seulement de ces traîtres exorcistes, mais aussi des démons liés à la mort de Cléria. Après le discours de Masaomi, âme no Murakumo no Tsurugi a commencé à pulser d'une lumière violette foncée, comme s'il répondait au cri de Masaomi. Non, ce corps est à moi, cria à nouveau Masaomi. Et je n'ai pas besoin de ton aide pour me venger. Ce type a-t-il perdu le contrôle ? Demanda Issei. Non, idiot, dit Skiadrom dans la tête d'Issei. Il est évident qu'il y a une âme dans l'épée. Et si je devine bien, c'est probablement Yamata no Orochi, ou du moins une partie. Vraiment ? S'exclama Issei. Issei,
Qu'est-ce qui ne va pas demanda Ria. Skiadrum pense que, si ce n'est pas la totalité, une partie de l'âme de Yamata no Orochi se trouve dans l'épée. C'est logique, dit Irina, parvenant enfin à se calmer. Ame no Murakumo no Tsurugi a été brisé il y a des siècles. Mais si l'âme du dragon dont il était fait y a été ajoutée, alors la façon dont il a été réparé est logique. Non, je me vengerai moi-même, cria Masaomi avant de courir vers le groupe de démons qui se tenait entre lui et la ville. Tout le monde, préparez-vous, dit Ria à l'approche de Masaomi. Chapitre 266, appuie sur ma gâchette diabolique. Monde humain, Japon, Kuo. À la périphérie de la ville, Ria et sa noblesse, ainsi qu'Irina, ont affronté l'exorciste Yagaki Masaomi, suite à sa tentative d'assassinat du père d'Irina, Shido Tuji. Tout le monde, préparez-vous, dit Ria en se plaçant derrière la formation de son groupe. Alors que la noblesse de Gremory se préparait à intercepter Masaomi, qui avançait vers eux pour tenter de rentrer dans la ville, Yuto fut le premier à s'avancer. Rupture d'équilibre, dit Yuto tandis qu'une épée à lame noire et blanche apparaissait dans sa main. Épée du traître. Une fois son épée manifestée, Yuto mit à profit la vitesse de sa pièce chevalier. Avancé, Yuto lança son épée, mais celle-ci fut bloquée par l'âme no Murakumo no Tsurugi de Masaomi. Cliquetis. Contrairement à Irina, lorsque Yuto affronta Masaomi à l'épée, il ne fut ni repoussé ni son épée détruite. Au contraire, ils réalisèrent tous deux que leur élan était complètement interrompu. Dès que les deux épéistes s'immobilisèrent, Koneko apparut à la droite de Masaomi, le poing en arrière, prête à lui asséner un coup dévastateur dans les côtes. Conscient du coup reçu, Masaomi injecta un peu de sa puissance magique dans l'épée qu'il tenait. Une tête de dragon serpentine jaillit alors de l'épée et intercepta le poing de Koneko. Après cela, elle tenta de la mordre. Heureusement, elle écouta les explications d'Irina sur la dangerosité des crocs de la tête de dragon. Elle s'éloigna donc rapidement de Masaomi. Malheureusement, la tête du dragon n'avait aucune intention de la laisser partir. Elle commença alors à la suivre avec son long cou. Fissure. Juste au moment où la tête du dragon s'est finalement suffisamment rapprochée pour la mordre, Koneko a été sauvée lorsqu'un éclair a frappé la tête du dragon, provoquant sa dissipation. Éclair sacré, dit Akeno en levant la main vers le ciel. Merci, Akeno Sanpé, dit Koneko en attaquant Masaomi. Au même moment, Issei émergea de l'ombre créée à l'opposé de Masaomi par l'éclair. Il enfonça alors ses deux poings griffus dans le flanc de Masaomi. Réagissant promptement, Masaomi utilisa Ame no Murakumo no Tsurugi pour dévier l'un des gantelets d'Issei tout en donnant un coup de pied à l'autre, évitant ainsi les attaques simultanées. L'instant d'après, Masaomi arrêta un autre coup de Yuto, tout en bloquant simultanément un coup de Xenovia qui brandissait Durandal, doté de deux têtes de dragon. Malheureusement, les têtes de dragon furent rapidement tranchées par l'aura sacrée destructrice rayonnant de Durandal. Cependant, cela laissa à Masaomi le temps de se libérer de Yuto et de reculer, évitant ainsi le coup de Xenovia. Juste après l'atterrissage, Masaomi sentit son corps tout entier devenir lourd, sous l'effet de la magie gravitationnelle de Myo. Un instant plus tard, Maria apparut devant lui et lui décocha un crochet du droit au plexus solaire. Malgré la lenteur de ses mouvements, Masaomi, après avoir diffusé sa magie dans tout son corps, parvint à bloquer le coup du plat de son épée, mais fut projeté en arrière sous la force du coup. Maudit gosse, hurla Masaomi, furieux. Pour avoir entravé ma vengeance, vous allez mourir. Alors que la gravité allait le ramener au sol, Masaomi sentit tout s'arrêter autour de lui. En regardant autour de lui, il vit une fille non, un garçon habillé en femme qui le fixait de ses yeux rouges brillants. Bien que elle, équipement sacré, et la vue interdite de Balor, de Gaspé soit généralement inefficace sur les porteurs d'épées sacrées, Gaspé a trouvé une solution en interrompant le temps d'attente autour du porteur. Ainsi, même s'il n'était pas complètement immobile, il leur fallait beaucoup d'efforts pour traverser les molécules immobiles en suspension dans l'air. Explosion-destruction, dit Ria en lançant plusieurs orbes de pouvoir de destruction sur Masaomi, immobilisé. Sachant qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver l'attaque, Masaomi matérialisa les 8 têtes de Yamata no Orochi. Il les enroula ensuite autour de lui comme un cocon. Après cela, le premier orbe du pouvoir de destruction de Ria atterrit sur cette défense improvisée et s'étendit jusqu'à atteindre environ le double de la taille d'une balle de softball. Puis, l'orbe suivant, de la taille d'une balle de baseball, atterrit sur le premier et le doubla une fois de plus. Ce processus se poursuivit jusqu'à ce que le 9e et dernier orbe atterrisse, concluant l'attaque. Dès que l'attaque de Ria fut terminée, Gaspé arrêta son Sacred Gear. Puis, une pile fumante tomba du ciel tandis que l'attaque de Ria se dissipait. Boum! L'épave s'est soulevée lorsque la silhouette fumante, Masaomi, est entrée en contact avec le sol. On l'a attrapé, demanda Gaspé. Mec, tu viens de lancer un sort de résurrection, c'est génial, dit Issei en secouant la tête. S'exclama Gaspé, confus. Avant que quiconque puisse expliquer ce qu'Issei voulait dire, une aura de haut rang irradiait de l'endroit où Masaomi atterrissait. Cependant, contrairement à la précédente, cette aura était de nature draconique. Puis, le nuage de débris se dissipa, et ils purent apercevoir la silhouette de Masaomi. Hormis ses vêtements en lambeaux et ses brûlures, sa silhouette n'avait guère changé. Cependant, un changement majeur se produisit, son bras droit était remplacé par l'épée d'Ame no Murakumo no Tsurugi. Est-ce qu'il a fusionné avec l'épée demanda Akeno, l'air inquiet. On dirait bien, dit Ria.
Les gars, ne baissez pas la garde. Ah ah ah. Une voix terrifiante s'échappa de la bouche de Masaomi. Enfin, ce corps est à moi. Ah, c'est bon d'avoir à nouveau un corps. Je devrais vraiment vous remercier, jeune démon. Et quelle meilleure façon de vous remercier que de tous vous tuer rapidement? Un instant plus tard, Yamata no Orochi, qui semblait avoir pris le contrôle du corps de Masaomi, apparut devant Koneko, l'attaquant de son bras tranchant. Malheureusement, Koneko fut incapable de réagir face à cette vitesse bien plus rapide. Koneko. Non. Cria Ria. Cliquetis. Claquez. 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 Heureusement pour Koneko, une grande épée occidentale apparut entre elle et Yamata no Orochi. Dragon Heavy fut contraint de sursauter, plusieurs balles l'atteignant. Après n'avoir pas ressenti la douleur du coup d'une épée sacrée, Koneko leva les yeux et vit un grand homme aux cheveux blancs et aux yeux bleus glacés tenant son épée, Rébellion, sur le chemin qu'Am no Murakumo no Tsurugi venait de prendre. Dante, merci, dit Koneko d'un ton soulagé. Pas de problème, mon chat, dit Dante en souriant et essaya de caresser la tête de Koneko. Ne m'appelle pas comme ça, dit Koneko en retirant la main de Dante. Seul James Nii peut m'appeler comme ça. Dante, arrête de faire n'importe quoi, dit Lady en pointant son arme sur Yamata no Orochi. Pourquoi pas moi, demanda Dante. On n'est pas bien payé pour ce travail. Issei, c'est pour ça que tu les as amenés ici, demanda Maria. Oui, je savais que Devil May Cry était au sud de la ville, dit Issei en hochant la tête. Alors je me suis dit qu'on pourrait avoir du renfort si besoin. C'était étonnamment intelligent pour un idiot pervers comme toi, dit Mio en croisant les bras sous sa poitrine. Koneko hocha la tête en jetant un regard dédaigneux à Issei, qui fixa les seins de Mio pendant un moment avant de secouer la tête et de reporter son attention sur Yamata no Orochi. Bref, je pense que tout le monde devrait me laisser faire, dit Dante en posant son épée sur son épaule. Je ne cherche pas à minimiser tes compétences, mais ce type est au-dessus de tes moyens. Même si cela faisait mal de l'admettre, Dante n'était pas, pour une fois, un simple imbécile sarcastique. Yamata no Orochi était en tête du classement final, tandis que la plus forte membre de la péri de Ria, Ria elle-même, n'était qu'au sommet du niveau intermédiaire. Bien que Ria et ses pairs aient pu sortir victorieux, le risque que certains d'entre eux soient grièvement blessés, voire tués, était élevé. Soupir. Ça va, dit Ria d'un ton frustré. On t'aidera si on peut. Merci, mais ce n'est vraiment pas nécessaire, dit Dante avec un sourire confiant sur son visage. Dante se dirigea alors vers Yamata no Orochi. Ce faisant, il plongea sa main libre dans son manteau. Lorsqu'il la retira, il trouva un petit lecteur de musique. Allons-y, dit Dante avant d'appuyer sur le bouton de lecture du lecteur de musique. BGM, Devil Trigger, Casey Edwards. Dès que la musique commença, Dante activa sa capacité de lignée, déclencheur du diable. Ses yeux devinrent rouges et des fissures apparurent sur ses bras et ses jambes. Puis, sa transformation achevée, Dante chargea en avant, Rébellion rétractée, prêt à être poignardé. Une fois à portée, Dante lança Rébellion en avant, mais fut bloqué par Am no Murakumo no Tsurugi. Cependant, au lieu de reculer pour une nouvelle attaque, Dante continua rapidement d'attaquer. Alors que son déluge de coups touchait à sa fin, Dante fit tournoyer Rébellion vers le haut, projetant Yamata no Orochi dans les airs. Dante l'imita. En plein vol, Dante frappa Yamata no Orochi près de 20 fois en 3 secondes. Pendant ce temps, il se téléporta apparemment autour de l'ennemi suspendu avant de lui asséner un coup de talon qui renvoya le dragon maléfique au sol. Boum. Bang. 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 Après que Yamata no Orochi soit tombé au sol et utilisant l'élan de son coup de pied, Dante s'est retourné, a rengainé son épée derrière son dos, a sorti ses pistolets et a commencé à tourner tout en appuyant rapidement sur les gâchettes d'Iboni et d'Ivory. Oh, hurla Yamata no Orochi de douleur sous le coup de la balle. Je vais te tuer. Ah ah, rit Dante en rangeant ses pistolets et en déployant ses ailes. Puis Dante s'écroula au sol, attirant Rébellion dans le combat. Puis, lorsqu'il fut suffisamment proche, il brandit son épée de toutes ses forces. Boum. En raison de l'impact, un nuage de poussière en forme de champignon a été libéré dans le ciel. Zut, Dante a-t-il toujours été aussi fort, demanda Issei en se couvrant les yeux des débris. Eh bien, c'est le fils de Sparda, dit Ria en se couvrant également les yeux. Et c'est la première fois qu'on le voit utiliser son déclencheur du diable. Bang, bang, bang. Appuie sur ma gâchette maléfique. Les paroles de la chanson jouée par Dante résonnèrent tandis que Dante, de retour sous sa forme humaine, émergeait du nuage de poussière. Puis, il appuya sur le bouton pause et arrêta la musique. Soupir, c'était une tuerie plutôt classe, dit Dante sur un ton qui suggérait qu'il se sentait rafraîchi. Tu es tellement exagéré, dit Lady en levant les yeux au ciel. Quelques instants plus tard, le nuage de poussière se dissipa. Ce faisant, le groupe put observer les conséquences de l'attaque finale de Dante. Masaomi gisait inconscient au fond d'un cratère, l'âme no Murakumo no Tsurugi brisée à ses côtés. As-tu réussi à briser l'épée, demanda Irina, stupéfaite. Ouais, ce n'est pas grave, dit Dante avec un sourire. Une fois de plus, la dame leva les yeux au ciel. Mais comme c'était Noël, elle décida de ne pas gâcher une nouvelle fois son défilé. Mais avant qu'il puisse continuer, un homme grand, grisonnant et d'âge mûr apparut à côté de Masaomi.
Qui est-ce demanda Xenovia en reprenant sa position. Est-ce le fils du Lucifer originel demanda Rhea. En entendant cela, le reste du groupe devint également alerte. Soupir. J'ai perdu tout ce temps à te ressusciter, dit Rizvim. Et voilà ce que j'en retire? J'aurais dû laisser le serpent à 8 têtes prendre le contrôle dès le début. Dès qu'il eut fini de parler, Rizvim leva la main et pointa sa paume vers Masaomi. Bon, revenons là où tu es censé être, dit Rizvim tandis qu'une puissance démoniaque commençait à s'accumuler dans sa paume. Avant que Rizvim ne puisse lancer son attaque, suffisamment puissante pour rayer Kuo de la carte, son poignet fut saisi. Puis, son bras tout entier fut projeté vers le haut au moment même où il lançait son attaque. Alors, le fils de l'abomination d'Hadès est déjà là, hein demanda Rizvim avec un sourire nihiliste. Soupir. Est-ce vraiment une bonne décision de me donner une autre raison de te botter le cul, Rizvim demanda James avec un sourire affamé. Chapitre 267, pièce du roi? Monde humain, Japon, Kuo. Juste avant l'arrivée de Rhea et de sa noblesse sur le champ de bataille, à l'extérieur de la ville, Ayam arriva pour observer la bataille. Au même moment, elle contacta Dante et Lady afin qu'ils puissent apporter leur soutien si nécessaire. Pendant que Rhea et ses camarades combattaient Masaomi, Ayam diffusait le combat à James et aux autres comme si elle était une présentatrice radio lors d'un événement sportif. Jusqu'à ce que Yamata no Orochi prenne le contrôle du corps de Masaomi, ni elle ni personne au manoir ne pensait qu'il y avait lieu de s'inquiéter. Cependant, lorsque Yamata no Orochi prit le contrôle, ils commencèrent à prendre la situation plus au sérieux. En plus de savoir que l'ennemi était désormais hors de portée de Rhea et de sa noblesse, Ayam réalisa qu'une autre personne observait la bataille. Cependant, elle ne savait pas exactement quand ils étaient apparus. En fait, elle ne les aurait même pas remarqués s'ils n'avaient pas été excités par la prise de contrôle de Yamata no Orochi. Après avoir parlé à James du second observateur, Ayam informa également Dante et Lady qu'il devait intervenir. Pendant que Dante combattait Yamata no Orochi, James étendit sa perception du manoir, englobant toute la ville et ses environs. Il ajouta alors la vision de l'âme à son champ de perception, ne percevant pas la présence supplémentaire à laquelle Ayam faisait référence. Ce n'est qu'alors qu'il parvint à localiser le second observateur. Immédiatement après les avoir trouvés, James se précipita à son tour sur le champ de bataille. Pourquoi diable quelqu'un en position de Dieu suprême observe-t-il simplement un combat entre un groupe d'êtres de rang inférieur et des êtres inférieurs, se demanda James tandis que Flash avançait vers le champ de bataille. Finalement, lorsque James arriva, la bataille était terminée et tout le monde approchait du cratère où se trouvait Masaomi. Cependant, James remarqua que l'observateur caché s'approchait également du cratère, et à une vitesse beaucoup plus rapide. Ainsi, à son arrivée, tout comme Rhea, James reconnut Rizvim. Il accéléra donc et arriva juste à temps pour empêcher Rizvim de tuer Masaomi et de rayer Kuo de la carte. Après que James eut posé sa question, Rizvim força son bras hors de portée du jeune demi-diable. Puis il sourit négligemment. « Je t'ai vu te battre, et pour être honnête, c'est assez impressionnant pour quelqu'un de ton âge, dit Rizvim d'un ton nonchalant. Mais tu te trompes si tu penses pouvoir me botter le cul, comme tu le dis si élégamment. Oh, vraiment demanda James en haussant un sourcil et en souriant. Et si on testait cette théorie? Sur ce, James lança un coup de poing rapide qui atterrit sur le menton de Rizvim, lui faisant tourner la tête. James enchaîna ensuite un crochet du droit et un crochet du gauche qui envoyèrent Rizvim valser. Un instant plus tard, James apparut devant Rizvim, croisa les doigts derrière la tête et lui enfonça un genou dans le visage. Cependant, avant que le genou ne touche, Rizvim leva les mains et bloqua le coup. Il entoura ensuite la jambe de James de ses bras et se mit à tournoyer dans les airs. Un instant plus tard, il relâcha James et le projeta au sol. James, cependant, déploya ses ailes et évita de heurter le sol. Pas mal, dit Rizvim, le même sourire insouciant. Mais c'est loin d'être suffisant. Tant pis, on va devoir reporter ça à la prochaine fois. J'ai des choses plus importantes à faire. C'est dommage que je n'ai pas réussi à régler ce problème, mais ce n'est pas grave. Tandis que Rizvim parlait, James posa sa main droite sur la poignée de sixième sens et adopta une posture d'Iedo. Cependant, avant qu'il puisse avancer à nouveau, un cercle magique de téléportation apparut autour de Rizvim. Puis, tandis qu'il faisait signe à James, il disparut avec le cercle de téléportation. Voyant Rizvim se téléporter, James prit une profonde inspiration. Puis, il expira lentement en détachant ses doigts de la poignée de sixième sens. Zut, marmonna James en s'asseyant au sol. Lorsque James débarqua, Dante, Lady, Rhea, les membres de la pairie de Rhea et Irina l'entourèrent. Mon Dieu, pourquoi n'as-tu pas tout donné dès le début, demanda Issei. Je n'aurais jamais pu t'échapper si tu avais utilisé Boosted Gear. En réponse, James secoua simplement la tête avec un sourire ironique sur son visage. Ça n'aurait pas marché, Issei, dit Rhea. Rizvim, le fils du Lucifer originel, a le pouvoir d'annuler l'utilisation des Sacred Gears. On le connaît seulement sous le nom de Sacred Gear cancellé. Vraiment, s'exclama Issei. C'est quoi ce genre de tricherie? Puisque Lucifer était l'antithèse de tout ce qui venait du ciel, je suppose qu'il est logique que quelqu'un de sa lignée possède un tel pouvoir, dit Irina. Bref, je dois retourner voir mon père. C'est vrai, dit Rhea en hochant la tête. Soupir. De plus, nous avons beaucoup de travail et beaucoup de souvenirs à effacer.
Ça s'améliorait aussi à la maison, dit Akeno avec une moue boudeuse. Puis elle lança un regard séducteur à James. On pourra reprendre là où on s'était arrêté en rentrant, non? Je ne vois pas pourquoi pas, dit James en souriant. Mais on devrait se dépêcher avant que les autres filles ne s'endorment. En entendant cela, Ria et Akeno sourirent. Puis, ils déployèrent leurs ailes et s'envolèrent dans le ciel. Venez, mes belles servantes, dit Ria en souriant. Nous avons du travail. Alors que la plupart des nobles de Ria s'envolaient et suivaient Ria, Issei restait au sol. Viens, Irina. Je te ramène à la maison, dit Issei en tendant la main droite vers Irina. Allons voir tout Gigi-Izan. D'accord, répondit Irina avec un sourire et un léger rougissement tandis qu'elle tendait la main et attrapait celle d'Issei. L'instant d'après, Issei et Irina s'enfoncèrent dans l'ombre et disparurent de la scène. Vous avez fait du bon travail, Dante, Madame et Ayam, dit James avec un sourire en se dirigeant vers le cratère où se trouvait Masaomi. Vous pouvez tous rentrer chez vous et vous reposer. Je suis sûr que Riri et sa noblesse prendront soin des souvenirs de la ville. Assez bon pour obtenir un bonus, demanda Dante avec anticipation. Frappé. Tu ne penses qu'à l'argent, demanda Lady après avoir tapoté la tête de Dante. Ça ne coûte rien de demander, répondit Dante. Le pire qu'il puisse dire, c'est non. Il n'y aura pas de bonus, dit James en souriant. Mais n'oubliez pas de venir dîner chez moi ce soir. J'ai des cadeaux pour vous tous. James ramassa alors le corps comateux de Masaomi et aspira l'âme no Murakumo no Tsurugi brisée dans sa réserve personnelle. Un instant plus tard, un cercle de téléportation apparut sous lui. Avant qu'il puisse l'activer, Ayam apparut à côté de lui, également dans le cercle de téléportation. J'imagine que tu viens avec moi, hein? Demanda James avec un sourire. Soupir. J'aurai du travail à faire aux enfers. Oui, James-sama, répondit Ayam. Je te servirai d'escorte. Si vous le dites. James haussa les épaules. Puisqu'il s'agit d'une visite officielle, pourriez-vous contacter Maître et Irène de ma part? Oui, répondit Ayam. Un instant plus tard, James et Ayam disparurent du cratère. Ce faisant, un cercle magique apparut au-dessus du cratère, identique à celui que Dante avait créé lors du combat contre Yamata no Orochi. Puis, après un éclair de lumière, les deux cratères remplirent le sol. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Un instant plus tard, James et Ayam apparurent devant le bâtiment du Conseil du Diable. Quelques instants plus tard, Scatash et Irène s'y téléportèrent également. Ils évoquèrent alors l'affaire de Masaomi, Yamata no Orochi et l'apparition de Rizvi Makio, ainsi que la manière dont ils allaient signaler l'incident au Conseil et au Satan. Scatash contacta ensuite les représentants des deux parties. Une fois que Scatash eut fini d'informer le Conseil et les Satans de sa visite, James conduisit les trois dames au bâtiment du Conseil du Diable et elles s'assirent toutes dans la salle d'attente à l'extérieur de la salle de réunion du Conseil du Diable. Bakudo numéro 1, va-t'en, dit James en pointant l'index et le majeur de sa main droite vers Masaomi. Un instant plus tard, les bras de Masaomi étaient attachés dans son dos. De plus, Scatash lui avait imposé une phrase runique qui scellait son pouvoir magique. Ainsi, même s'il se réveillait, il ne représenterait plus une menace. Cependant, avant l'arrivée des Satans et du Conseil, Masaomi s'éveilla bel et bien. « Où suis-je » demanda Masaomi d'un ton hébété. « Oh, la belle au bois dormant est réveillée » dit James en souriant. « Pour répondre à ta question, tu es aux enfers. » Alors même Yamata no Orochi a perdu contre ses démons. Marmonna Masaomi. « Eh bien, sans nous, les démons, tu serais mort » dit James en haussant les épaules. « Par la main de celui qui t'a ressuscité, Rizvim Livan Lucifer. » En entendant cela, Masaomi baissa la tête et serra les dents. « Alors, tu veux nous raconter ton histoire » demanda James. Masaomi a décidé de ne pas parler. Bon, peu importe. James haussa les épaules. Ils finiront par s'en rendre compte. Oh, et j'ai entendu ce que tu as dit sur ton désir de tuer les démons responsables de la mort de Cléria Bélial. Eh bien, ils sont déjà morts. Quoi s'exclama Masaomi. Oui, tous leurs crimes ont été révélés il y a quelques mois. La plupart d'entre eux ont donc été condamnés à mort, tandis que les deux autres ont été condamnés à la prison à vie. Après les paroles de James, les larmes montèrent aux yeux de Masaomi. Puis il s'effondra et se mit à pleurer à chaudes larmes. Il devait vraiment l'aimer, dit Irène, peinée pour Masaomi. Ça aurait été bien que mon mari soit aussi dévoué. Voyant la tristesse dans les yeux d'Irène, James, sans le vouloir, lui prit doucement la main. Sentant sa main prise, il la regarda avant de détourner rapidement le regard, un léger sourire aux lèvres. Merci, dit calmement Irène. Quelques minutes plus tard, Masaomi parvint à arrêter de pleurer. Puis il regarda James. Est-ce que cela signifie que l'affaire des pièces du roi a été révélée demanda Masaomi. Cléria et moi avons compris que les pièces du roi étaient la véritable raison pour laquelle Cléria était traquée par les démons. Les pièces du roi demanda James, perplexe. Non seulement James, mais Scatash, Irène et Ayam étaient également perplexes quant à ce terme. Après avoir échangé des regards confus, ils tournèrent tous leur attention vers Masaomi. Il semblerait que cela n'ait pas été rendu public, dit Masaomi d'un ton déçu. Puis, après avoir secoué la tête, il poursuivit, la pièce royale est une pièce maléfique dont seuls quelques exemplaires ont été fabriqués.
Les rois des nobles pouvaient les absorber et accroître leur puissance du niveau maximal au niveau divin inférieur. Oh, je peux deviner où cela va, dit James d'un ton exaspéré. Elles ont fini par être archivées, car les rois qui les utilisaient refusaient de faire valoir leur propre puissance, a expliqué Masaomi. Cependant, d'après Cléria, de nombreux joueurs de haut niveau en partie cotés utilisaient ces pièces de roi pour obtenir un avantage déloyal. Oui, c'est exactement ce que j'espérais entendre, a déclaré James. Avez-vous des preuves de vos affirmations demanda Scatache sur son ton habituel. Il y a des preuves, répondit Masaomi. Cléria en a caché une copie. Je sais où elle l'a cachée, mais je ne sais pas si elle y est toujours. Et l'autre exemplaire demanda Irène avec curiosité. Cléria a dit qu'elle l'enverrait à quelqu'un de confiance, a déclaré Masaomi. Mais elle ne m'a jamais dit qui c'était. Pour des raisons de sécurité, elle l'a fait. C'est un gros problème, dit James en lui caressant le menton. Je ne veux pas participer au jeu de notation. Tu sais que tu es trop fort pour que ça compte, n'est-ce pas, dit Irène, interrompant la phrase de James. C'est vrai. Scatache hocha la tête. Il pourrait même ne pas te permettre de participer à ton niveau de puissance. Vraiment, s'exclama James, surpris. Puis ses épaules s'affaissèrent de déception. Peu importe. Maître, pouvez-vous conduire ce type là où les preuves étaient cachées? Si elles y sont, rapportez-les-nous. Ensuite, présentons-les au conseil. Au moins, je pourrai faciliter la tâche à Riri et Sona lorsqu'elles décideront de participer au jeu de classement. Ah. Tu es si mignon, dit Irène d'un ton moqueur. Chapitre 268, soumission du rapport. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Une demi-heure plus tard, Scatache revint dans la salle d'attente avec Masaomi, toujours ligoté et dont le pouvoir magique était scellé. Dans la main de Scatache se trouvait un petit appareil ressemblant à une clé USB. Selon Masaomi, c'était sur cet appareil que se trouvaient les preuves de l'utilisation de la pièce royale. Alors, où est-il passé demanda James en acceptant l'appareil des mains de Scatache. C'était derrière une brique détachée au niveau inférieur de la gare, répondit Scatache sur son ton habituel. Ce n'est pas un mauvais endroit pour le cacher, dit James en examinant l'appareil. Y a-t-il un niveau inférieur à celui de la gare demanda Irène avec curiosité. Oups. Murmura James en se tournant vers Irène. J'ai oublié de te contacter par les voies officielles. Bon, on s'en occupera la prochaine fois. Cette fois, ça devrait aller, dit Scatache avec indifférence. C'est un peu précipité. Sans compter que personne aux enfers n'est assez fort pour en faire tout un plat. Je pense que oui, dit James avec un sourire ironique. Mais je préfère ne pas violer ouvertement les lois de la pègre, sauf si j'y suis obligé, dit James. Le seul qui en ferait probablement tout un plat, ce serait le frère aîné de Ria, non, demanda Irène. Probablement. James haussa les épaules. On verra bien. Quoi qu'il en soit, il nous faut un appareil capable de lire cet appareil, dit James. Ce ne serait pas très intelligent de notre part d'aller à cette réunion sans savoir ce que nous présentons, n'est-ce pas? Sur ce, James appela un employé du bâtiment du conseil et demanda une tablette ou un appareil capable de lire le périphérique de stockage. Après le départ de l'employé, James, Scatache et Irène continuèrent de discuter tandis qu'Ayam se tenait derrière James, telle une fidèle assistante. Pendant ce temps, Masaomi avait hâte que l'information concernant cet appareil soit divulguée. Ainsi, tous les autres démons impliqués dans la mort de Cléria seraient incriminés. Une quinzaine de minutes plus tard, le membre de l'équipe avec lequel James avait discuté plus tôt revint avec une tablette et reprit ses fonctions. Après vérification magique, Scatache constata que rien n'était connecté à la tablette. James inséra alors le périphérique de stockage dans la tablette et commença à parcourir les informations. Zut, vraiment, s'exclama James après avoir vu l'information. 4 des 5 meilleurs du jeu de classement utilisent une de ces pièces du roi? Vraiment, demanda Irène en se rapprochant de James pour pouvoir lire la tablette elle aussi. Ouais, regardez ce type d'Abaddon House, dit James en désignant un profil. Il est juste dans l'échelon supérieur. Mais il est dans le top 5 depuis longtemps. Oh, et regardez ce Roiguin Belphégor, dit Irène. En fait, il n'est qu'au niveau avancé du classement final. Cependant, on dit qu'il est à égalité avec Greffia Lucifuge ou Sorafal Léviathan. Le groupe a donc continué à examiner les informations, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la partie qui indiquait qui était impliqué dans cette fraude. Voyons voir, il est mort. Lui aussi, dit James en examinant les 9 démons qui soutenaient et capturaient d'autres participants au jeu de côte, grâce aux pièces du roi. Il semble qu'il n'en reste plus qu'un seul en vie. Un membre de la maison de Baël. Y a-t-il un autre membre de la maison Baël, outre Zekram Baël, au conseil du diable, demanda Scatache. Je ne pense pas, répondit James. Peut-être est-il un membre retraité? Cette information date de plus de 7 ans. Bon, on verra bien, dit Irène. En fait, je suis surprise que le nom de Zekram ne soit pas là. D'après ce que je vois, Zekram ne fait rien de trop louche. James haussa les épaules. Mais il a la fâcheuse habitude de laisser faire ceux qui le font. Quelques minutes plus tard, James et son entourage furent appelés dans la salle de réunion. Dès l'appel, James sortit le support de stockage de la tablette, se leva, la posa sur son siège et conduisit le reste du groupe dans la salle.
Lorsque James, Scatash, Irene, Ayam et Masaomi entrèrent dans la salle de réunion, ils purent voir les 4 grands satans, ainsi que tous les membres du conseil du diable assis au 2e étage de la salle de réunion. On dirait que le conseil est presque au complet, pensa James en regardant vers le balcon. Il n'en reste plus que 3. Mais je dois admettre que je n'aime pas la façon dont ils nous fixent. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre si vite, demanda Sirzek en croisant le regard de James. Et, son expression semble différente de la dernière fois que je l'ai vu, pensa James, une pointe de confusion sur le visage. Peu importe. Je suis venu faire un rapport, dit James d'un ton assuré. Rizvim Livan Lucifer est apparu aux abords de Kuo, dans le monde des humains. Cette annonce suffit à changer l'expression de tous les participants au balcon. De nombreux membres du conseil commencèrent alors à chuchoter entre eux. Silence, dit Zekram d'un ton sévère. Qu'il continue. Sur ce, James raconta tout ce qui s'était passé après la séparation des démons après la soirée caritative de Noël. Comment Masaomi, agenouillé à côté de James, avait attaqué un prêtre, qui se trouvait être le père de l'ange représentant de Kuo, Shidu Irina, avec l'âme no Murakumo no Tsurugi, que l'on croyait détruit depuis longtemps. Puis, les pions de Ria, Issei Yudu et Asia Argento, intervinrent, sauvant ainsi la vie du prêtre. Alors, comment Ria et sa noblesse, sans Asia, avaient-elles pu combattre Masaomi et prendre le dessus? Lorsque James en arriva à ce point, l'expression de Sirzek se transforma en fierté pour sa jeune sœur. Voyant cela, James ne put que poursuivre sa réflexion. Au moins, on sait qu'il l'aime vraiment, pensa James. Même si elle ne le voit plus sous son meilleur jour, ses réussites la réjouissent toujours. James a ensuite expliqué que l'âme de Yamata no Orochi, ou du moins une partie de celle-ci, était scellée dans l'âme no Murakumo no Tsurugi réparée et comment elle avait pris le contrôle du corps de Masaomi. À ce stade, la puissance de l'ennemi s'accrut au point que Ria Gremory et sa noblesse ne purent plus rivaliser, dit James d'un ton professionnel. Puis mon chevalier, Dante, le fils de Spara, intervint pour apporter son aide. Il vainquit alors rapidement l'ennemi. Vous avez dit que Rizvim Livan Lucifer était impliqué, a déclaré un membre du conseil avec impatience. Laisse-le finir, dit Sorafal en souriant. Je suis sûr que Jekun ne crierait pas comme un loup. HMPH. Allez-y, dit le conseiller d'un ton irrité. Mec, reprends-toi, pensa James. Si j'étais comme l'un de ces protagonistes de Xianxia, je t'aurais fait gifler 100 fois pour ton manque de respect. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été très grossièrement interrompu, dit James avant de reprendre là où il s'était arrêté. Voir le conseiller serrer les dents le fit sourire légèrement. Après la défaite de l'ennemi, Rizvim Livan Lucifer apparut et tenta de le tuer. Pourquoi ferait-il ça, a demandé un membre du conseil. C'est évidemment pour régler les derniers détails, dit un autre conseiller. Yamata no Orochi est mort il y a longtemps des mains de Susanoo. Il a donc été ressuscité en même temps que les autres dragons maléfiques. Silence, ordonna Zekram une fois de plus. Veuillez continuer. Oui. James hocha la tête. Cependant, avant qu'il ne puisse le tuer, je suis arrivé sur les lieux et je l'ai arrêté. Malheureusement, après une brève lutte, il a réussi à s'échapper. Je vois, dit Ajuka. Alors, ai-je raison de supposer que cet homme est l'agresseur de l'incident de ce soir? C'est exact, répondit James. Lève la tête pour que nous puissions te voir, ordonna Zekram. Cependant, au lieu que James relève la tête, Masaomi décida de la relever. Puis, il regarda les membres du conseil du diable avec un regard venimeux. Et toi, dit Zekram d'un ton d'égal. Alors, Rizvim t'a même ressuscité, hein? Et je suis content de l'avoir fait. Maintenant, j'ai l'occasion de me venger de ceux qui ont tué Cléria, dit Masaomi d'un ton meurtrier. Eh bien, tu seras sûrement déçu, dit Zekram sans changer de ton. Ils sont tous morts. Même l'idiot de ma maison qui siégeait à ce conseil. Je l'ai tué moi-même. Cela a surpris tout le monde dans la salle de réunion. Personne ne s'attendait à ce que Zekram fasse une telle chose. Pourquoi tout le monde a l'air si surpris, demanda Zekram. Après tout, votre nom a été mentionné assez souvent dans ce rapport sur les méfaits du conseil. Comme Zekram l'avait prévu, Masaomi était profondément déçu. Il savait qu'il n'aurait jamais l'occasion de tuer Touji, le seul exorciste encore sur sa liste. De plus, toutes ses cibles parmi les démons étaient déjà mortes. À cet instant, il avait l'impression de n'avoir plus aucune raison de vivre. Même s'ils sont tous morts, dit James calmement. Nous avons trouvé des preuves d'un autre crime qui n'était pas mentionné dans ces rapports. Oh, et qu'est-ce que ce serait, demanda Sorafal en se penchant en avant sur sa chaise. C'est ça, dit James en brandissant le support de stockage. C'est la véritable raison pour laquelle ces anciens membres du conseil voulaient la mort de Cléria. En gros, elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Quelque chose que je n'aurais pas dû faire, a demandé un membre du conseil. Et qu'est-ce que ce serait? Elle a appris l'existence des pièces du roi et leur utilisation dans les jeux de notation, a déclaré James. Le plus surpris par cette nouvelle fut, bien sûr, Ajuka. Il était le créateur des pièces maléfiques et des pièces royales. C'est aussi lui qui a interrompu la production en raison du danger qu'elle représentait pour les utilisateurs. Bien qu'il sache que 9 des 12 pièces récupérées avaient disparu, il ignorait qu'elles étaient utilisées par les participants actuels du jeu de notation. Pourriez-vous nous montrer les données, demanda Ajuka avec impatience. Cela ne me dérange pas d'en faire une copie, dit James.
Mais je préférerais que l'information ne disparaisse pas tant qu'elle est en votre possession. Tandis que James parlait, il lançait à Sirzek un regard peu discret. Ce qui, naturellement, fit serrer les poings et grincer les dents. Bon sang, pensa Sirzek. Je me sens déjà coupable de ce que j'ai fait à Greffia. Inutile d'en rajouter. De plus, j'ai déjà prévu de présenter des excuses publiques pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Malheureusement, Sirzek avait oublié qu'il avait choisi de garder ses excuses secrètes pour ne pas donner l'impression qu'il cherchait à faire du tapage médiatique. James n'aurait donc jamais pu savoir qu'il avait prévu des excuses publiques. Ayam, dit James d'un ton calme. Oui, James-sama, répondit Ayam en s'inclinant légèrement. Cette tablette que j'utilisais tout à l'heure, dit James en tenant le périphérique de stockage à la main. Voici, elle est toujours dans la salle d'attente. Si c'est le cas, amène-la ici. J'y copierai les données. Oui, James-sama, dit Ayam avant de se retourner et de quitter la salle de réunion. Moins d'une minute plus tard, Ayam revint, une tablette à la main. Comme la dernière fois, James demanda à Skatash de la vérifier avec ses runes avant d'insérer le support, car elle l'avait fait correctement. Il est très prudent, dit ce rafale. Sirzek-chan a dû laisser une très mauvaise impression. Burke, gémit doucement Sirzek. C'est toi qui as provoqué ça, mon ami, dit Ajuka. Quelques instants plus tard, la copie du fichier était terminée. James tendit alors la tablette à un assistant, qui quitta rapidement la salle de réunion. Il était censé imprimer le contenu des nouveaux fichiers. En attendant les dossiers sur les King pièces et leur utilisation, James décide de prendre la parole une fois de plus. Je veux aussi vous remettre ce type, Yagaki Masaomi, pour interrogatoire, dit James en désignant Masaomi du doigt. Je ne pense pas que vous en tirerez grand-chose, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui te fait penser ça, demanda Falbium d'une voix endormie. Parce qu'il a été ressuscité au château de Tep, puis libéré pour se venger, répondit James. Je doute donc qu'il sache où se trouve la cachette de Rizvim. Compris. Falbium hocha la tête. Homme, mettez-le en garde à vue. Oh oui, tu peux l'avoir aussi, dit James en ouvrant son espace de rangement personnel et en déposant les restes d'Am no Murakumo no Tsurugi sur le sol de la salle de réunion. Apportez quelque chose qui puisse également supprimer une épée sacrée, ordonna Falbio. Sur ordre de Falbium, plusieurs gardes arrivèrent et arrêtèrent Masaomi. Après avoir également récupéré les pièces d'Am no Murakumo no Tsurugi, ils les escortèrent hors de la salle de réunion. Bon, c'est tout pour mon rapport, dit James. Bâillement. J'ai eu une longue journée aujourd'hui. Alors, si ça ne te dérange pas, j'aimerais rentrer dormir un peu. Je connais ce sentiment, a déclaré Falbio. Ignorant Falbium, toujours en quête de sommeil, le reste des Satans et le conseil autorisèrent James et son entourage à partir. Puis, après avoir quitté le bâtiment du conseil du diable, le quatuor se téléporta au domaine d'Alavru, dans le monde des humains. Chapitre 269, le matin de Noël. Monde humain, Japon, Kuo. Ce n'est pas comme ça que je m'attendais à commencer le jour de Noël, a déclaré James peu de temps après que lui, Skatash, Irene et Ayam se soient téléportés chez eux. D'accord, dit Irene. D'ailleurs, l'aube n'est plus qu'à quelques heures. Oui, je pense qu'il serait préférable que nous nous reposions tous un peu, a déclaré Skatash. Hochant la tête, Ayam suivit James à l'étage avec Skatash. Pendant ce temps, Irene se dirigeait vers l'ascenseur pour rejoindre sa chambre. J'imagine que vous comptez dormir dans mon lit ce soir, hein, demanda James en souriant. Je ne m'en plains pas. C'était prévu depuis le début, dit Skatash. Même si je doute que nous dormions avant d'être interrompus. Ouais, j'ai le sentiment que les choses auraient été plutôt excitantes, a déclaré Jaem avec un sourire lascif. Après quelques instants, le trio atteignit la porte de la chambre de James. Après April, James fut surpris de trouver Ria, Sona, Akeno, Mizor, Moka, Flora, Shuna et Yasaka endormis dans son lit. Eh bien, je dirais que c'est une agréable surprise, a déclaré James avec un sourire. Avant que James puisse admirer davantage la vue, Skatash le poussa dans la pièce, suivi de près par Ayam. Elle referma ensuite la porte derrière eux. Pendant ce temps, Ayam commença à aider James à se déshabiller, telle une épouse dévouée du Japon féodal. Putain de Yagaki, dit James en faisant la moue. Ce soir aurait été une bonne soirée. Mais ce fils de pute a tout gâché. Ne t'inquiète pas, mon disciple, dit Skatash après avoir embrassé James sur la joue. Il y a toujours ce soir. Skatash s'éloigna alors de James et se dirigea sensuellement vers son lit. Voyant les hanches de Skatash se balancer d'avant en arrière, James envisagea sérieusement de réveiller toutes les femmes de son lit et de leur offrir un cadeau de Noël. Cependant, après avoir perçu les réserves magiques de Ria et Akeno, il décida qu'elles avaient besoin d'une bonne nuit de sommeil. Alors, après qu'Ayam eut fini de l'aider à se déshabiller, James la raccompagna chez elle avant de s'allonger sur le lit et de s'installer confortablement entre Ria et Akeno. Pendant que tout le monde au manoir prenait sa douche ou dormait encore, James était dans la salle d'entraînement, poussant son corps à ses limites. Lors de son combat contre Acnologia, bien qu'il ait gagné, il a non seulement permis au dragon maléfique de s'échapper, mais a aussi failli détruire son propre corps au passage. Sans sa forme de super diable, le corps physique et l'énergie démoniaque de James sont suffisamment puissants pour soutenir l'instinct de domination du dragon tyran pendant des heures de combat.
Cependant, lorsqu'il ajoute sa forme de super diable à son arsenal, la tension sur son corps, même divisée en lames semblables à des pétales, est insupportable. Comme indiqué précédemment, si James avait pu utiliser Boost, ne serait-ce qu'une seule fois lors de son combat contre Agnologia, il n'aurait eu aucun mal à tuer le dragon de l'Apocalypse. Malheureusement, s'il avait boosté sa puissance, il aurait probablement explosé, arrosant la forêt familière de son sang et de ses entrailles. Pour compenser cette déficience, James a augmenté exponentiellement l'intensité de son entraînement physique. Outre l'augmentation des poids, James a également fait placer sur lui des runes par Skatash, ce qui a multiplié par 20 la force de gravité qu'il ressentait. Dragon Ball, c'est de la merde, grogna James en s'accroupissant de 200 tonnes. Peu importe ma force, la pression que la gravité exerce sur mes organes internes est ridicule. Et les boosts en caisse ont la plus grande capacité de triche du manga. James se plaignait constamment pendant ses exercices. En même temps, il savait qu'il renforçait son corps beaucoup plus rapidement qu'avant. Peu après sa douche, Skatash descendit à la salle d'entraînement. Son dévouement à devenir plus fort est inspirant, pensa Skatash en regardant James s'entraîner et en écoutant ses plaintes. Bientôt, j'atteindrai moi aussi le rang de dieu primordial. Et je crois que mes runes en sont la clé. Le temps passa donc à toute vitesse jusqu'à 9 heures du matin. À ce moment-là, tout le monde était réveillé et le personnel de cuisine avait préparé un petit déjeuner suffisamment copieux pour que chacun puisse en profiter, et même plus. Tatsuya et Miyuki viennent aujourd'hui, demanda Léona en préparant un plat pour Cassiel. Oui, répondit James en empilant les œufs dans son assiette. Tatsuya a dit qu'il n'irait pas chez les parents. Apparemment, ils ne s'entendent pas très bien avec leur tante, qui est leur tutrice. C'est dommage, dit Evangeline après avoir bu une gorgée de jus d'orange. Pourquoi ne les invites-tu pas à rejoindre ta noblesse, James? Au moins, ils n'auraient pas à s'inquiéter d'être seuls pendant les vacances. En fait, c'est moi qui l'avais prévu, répondit James. Mais je ne sais pas exactement quelle pièce ils vont obtenir. L'incertitude rend la chose plutôt excitante. Un instant plus tard, 2 cercles de téléportation apparurent dans la salle du manoir. 7 personnes en sortirent. Quelques instants plus tard, Venlana, Zeoticus, Greffia, Milika, Rhea, Dante et Serafal entrèrent dans la salle à manger. Lorsque Sona vit sa sœur entrer dans la pièce, elle s'attendait à être prise dans ses bras et étouffée sans pitié. Cependant, à sa grande surprise, Serafal courut vers James. « Jekun !»« Jekun !» s'écria Serafal, tout excité, en courant vers James. « J'ai adoré ton nouveau manga. Et mamie est adorable. Laisse-moi lire la suite. » En entendant les exclamations de Serafal, non seulement James, mais Mizor, l'assistant manga de James, sourit également malicieusement. « Non, répondit James avec un sourire. Tu dois juste attendre patiemment, comme tout le monde. Jekun, tu es vraiment méchant. Serafal l'aide en faisant la moue. Ne t'inquiète pas, sera-t-en, dit James en caressant la tête de Serafal. Je te garantis que tu n'as jamais rien vu de tel. Sur ce, James retourna à son petit déjeuner tandis que Serafal continuait de le harceler pour lui demander des spoilers. Pendant ce temps, Mizor observait l'interaction entre James et Serafal et ne put s'empêcher de marmonner. James, tu es tellement méchant. Mauvais, qu'est-ce que tu veux dire, demanda Venlana avec curiosité. Ne t'inquiète pas, tante Venlana, dit Mizor. Si je te le disais, je gâcherais la surprise. À ce moment-là, un autre visiteur arriva dans la salle à manger. Mizor, cria Shireyuki Tsurara après être entré dans la salle à manger. Kaasan, cria Mizor après avoir entendu la voix de sa mère. Mizor sauta alors de sa chaise et courut vers sa mère. Le duo mère-fille s'enlaça joyeusement, avant que Tsurara ne murmure quelque chose à l'oreille de Mizor. Êtes-vous prêt à nous aider à repeupler, demanda Tsurara à voix basse. Kaasan, gémit Mizor. Je croyais qu'on avait convenu de laisser tomber. Tu ne peux pas me reprocher de demander ça, dit Tsurara en riant. Ça aiderait à développer le potentiel de Yukiona. Kaasan, arrête, dit Mizor d'un ton exaspéré. Ainsi, le petit déjeuner de Noël fut très animé. Chapitre 270, la servante personnelle de James. Monde humain, Japon, Kuo. Après le petit déjeuner, comme toujours, tout le monde se retrouva dans le salon de la ferme à Lavru. Une fois tout le monde installé, Skatash se dirigea vers Kunu. Lorsque Kunu remarqua l'approche de Skatash, un sourire éclatant apparut sur son visage. Skatash Bazama, dit Kunu en souriant. Elle lui sourit en retour et Skatash tendit sa main droite vers l'avant. Puis, une lance, plus grande que celle que Kunu aurait dû utiliser, apparut dans la main de Skatash. Je t'ai fait ça comme cadeau de Noël, dit Skatash. Je sais qu'il est trop grand pour toi maintenant. Mais quand tu seras grand, il sera à la bonne taille. C'est pour moi, demanda Kunu avec un sourire encore plus éclatant. Merci. Et ce n'est pas tout, dit Skatash avec un petit sourire. Après avoir parlé avec ta mère, il a été décidé que tu resterais ici jusqu'à la fin des vacances d'hiver pour apprendre à manier la lance sous mon commandement. En entendant cela, Kunu écarquilla les yeux. Elle regarda alors sa mère pour obtenir confirmation. Et la vérité, dit calmement Yasaka. Après la confirmation de Yasaka, Kunu bondit et serra Skatash dans ses bras, la serrant fort. Puis, après avoir relâché Skatash, elle courut vers sa mère et la serra tout aussi fort. Merci,
Kaasan, dit Kunu en enfouissant son visage dans la poitrine de Yasaka. De rien, dit Yasaka avec un sourire en caressant la tête de Kunu. Et tant que tu gardes de bonnes notes à l'école, je te laisserai venir ici le week-end pour continuer à apprendre Skatash. Sérieusement? S'écria Kunu de joie, rejetant la tête en arrière pour regarder sa mère dans les yeux. T'ai-je déjà menti? Demanda Yasaka en tapotant le nez de Kunu. Après avoir reçu la confirmation de Yasaka, Kunu la serra à nouveau fort dans ses bras. Puis, elle courut vers Skatash et lui prit la main. Allez, on y va, dit Kunu en essayant de guider Skatash vers l'ascenseur. Commençons les cours. Souriant doucement, Skatash se laissa guider vers l'ascenseur par le renard à 9 queues, tout excité. Au même moment, tous les assistants les regardèrent avec un sourire bienveillant. Zut, c'était mignon, dit James avec joie. Oui, et cela prouve ce que j'ai dit, dit fièrement ce Rafale. Linda est la justice. Personne n'a contesté ce point, a déclaré James avec un sourire ironique. Alors tu devrais me laisser lire les prochains chapitres de Puella Magi Madoka Magica, dit ce Rafale en saisissant le bras de James, l'air désespéré. Non. Avare. Une fois de plus, la plupart des personnes présentes dans la salle sourirent. Cette fois, à l'interaction entre James et ce Rafale. Après cela, le groupe s'est divisé en petits groupes. Certains ont joué à des jeux vidéo, d'autres à des jeux de société, d'autres encore aux cartes, d'autres encore ont simplement discuté, et d'autres encore ont rejoint Skatash et Kunu dans la salle d'entraînement. Le temps passant, les premiers invités de la journée sont enfin arrivés. Ding dong. Après la sonnette, Greffia, en bonne femme de chambre, décida d'ouvrir la porte d'entrée. À son retour, Issei, Asia, Irina et Tuji la suivirent. Naturellement, les nouveaux venus se joignirent au groupe pour s'adonner à leurs occupations préférées. Puis, une vingtaine de minutes plus tard, la sonnette retentit à nouveau, et Greffia alla de nouveau ouvrir. Peut-être que nous devrions embaucher une femme de ménage? Murmura James pour lui-même en regardant Greffia quitter la pièce. Oh mon Dieu, dit Venlana depuis sa place parmi les autres mères. Tu envisages de prendre Greffia comme domestique? Cela semble formidable, mais n'est-elle pas déjà employée comme domestique à Grimory? Demanda James en inclinant la tête. C'est peut-être vrai, dit Venlana en souriant. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un accord. Même s'il n'était pas sûr de ce que signifiait exactement ce sourire, James était certain qu'il y avait plus que du bonheur ou de la bonne volonté. J'ai entendu dire que quelqu'un cherchait une femme de ménage, dit une voix féminine depuis l'entrée de la pièce. Lorsque tout le monde regarda la source de cette voix, ce qu'ils virent était une beauté aux cheveux gris, aux yeux violets, aux cornes, aux oreilles pointues et aux traits du visage presque identiques à Narus Maria, vêtue d'une robe en dentelle blanche et d'un tour de cou. Si c'est le cas, dit la femme aux cheveux gris en faisant un large geste derrière elle. Puis-je vous présenter? Elle désigna ensuite derrière elle une grande femme bronzée aux yeux vert dorés, aux cheveux blancs, à la queue de lapin au bas du dos et aux cornes en forme d'oreilles de lapin, portant une robe de femme de chambre française noire et blanche décolletée qui s'arrêtait juste au-dessus de ses genoux et des barésilles. Maman, demanda Maria distraitement. Puis, prise d'un accès d'excitation, elle courut vers la femme au visage presque identique au sien. Maman. À une vitesse jamais vue auparavant, Maria se lança vers sa mère, Sheila, sauta et l'entoura de ses bras et de ses jambes. Puis, dès qu'elle fut correctement soulevée, Maria commença à frotter sa joue contre celle de Sheila. C'est bon de te voir aussi, Maria, dit Sheila avec un sourire. Salut Sheila, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit James en saluant brièvement les nouveaux venus au beau milieu d'un match intense de Street Fighter contre Janké. Tu as aussi amené Zest avec toi. Bien que James ait agi avec indifférence en la voyant, Flora, Shuna, Mio et finalement Maria étaient sur leur garde après avoir remarqué Zest, qui les avait tous battus à 2 doigts de leur vie la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Allons, allons, allons. Ne t'inquiète pas, dit Sheila en souriant. Puisque Zoljar n'a plus de tête pour commander Zest, tu n'as rien à craindre. Et si elle rechute, demanda Mio, les bras croisés sous sa poitrine. Eh bien, la plupart des gens de ce manoir sont plus forts qu'elle, fit remarquer Sheila. Je suis donc sûre qu'elle ne survivra pas longtemps si elle va trop loin. Comme l'a dit Sheila, Est n'était qu'au début du classement final. Son niveau de puissance était identique à celui de sa première attaque contre les filles. Et à ce moment-là, Flora et Shuna étaient également dans le classement final, donc les choses ne devraient pas se passer comme la dernière fois. De plus, grâce à mon contrat de maître et à mon éducation, je suis presque sûre d'avoir retiré toute l'influence de Zoljar sur le petit Zest, dit Sheila en caressant la joue de Zest. Ton éducation, demanda Maria. C'est vrai, répondit Sheila avec un sourire fier. Avec mon éducation, je suis sûre que Petit Zest est désormais la plus belle demoiselle de tous les royaumes. Bien que la plupart des personnes présentes dans la salle aient rejeté la déclaration de Sheila, une femme aux cheveux gris et aux yeux rouges, vêtue d'une robe de femme de chambre française bleue et blanche, plissa les yeux tandis qu'une lueur compétitive brillait dans ses yeux. Oh là là, dit Venelana en se couvrant élégamment la bouche d'une main. Quoi de neuf, Lana, demanda Rhea après avoir posé sa tasse de thé. Cette femme a simplement affirmé que son élève était une meilleure employée que Greffia, a déclaré Venelana. Ah, ça pourrait être amusant, dit Léona avec un sourire malicieux. D'autant plus que la seule personne que Greffia reconnaissait comme meilleure servante qu'elle était sa mère, feu dame Lucifuge, poursuivit Venlana. Alors ça pourrait devenir intéressant. On dirait qu'on aura 2 bonnes, au moins pour un temps, dit Léona.
Mais comment ton fils va-t-il réagir à ça? Je ne pense pas que cela ait vraiment d'importance, répondit Venlana. Le divorce est presque prononcé. Greffia est donc libre de faire ce qu'elle veut. Pendant que Leona, Venlana et Rhea discutaient, James termina son match contre Janké. À sa grande surprise, le match se solda par un match nul. Tu progresses, maître Janké, dit James en souriant. J'ai hâte de notre prochain match. Comme moi, gamin, dit Janké avec un petit sourire. La prochaine fois, c'est moi qui gagne. On verra bien, dit James avec un sourire confiant. Puis il tourna son attention vers Sheila. Alors, tu l'as vraiment ramené, hein? J'ai dit que je le ferais, répondit Sheila. Et je fais ce que je dis. En effet, répondit James d'un hochement de tête. Alors, qu'en penses-tu? Demanda Sheila. Puisque tu sembles avoir besoin d'une femme de ménage, puis-je t'offrir Zest? Ça dépend. Qu'en pense Zest? Demanda James en fronçant légèrement les sourcils. Elle n'a pas encore donné son avis. Eh bien, dis-lui ce que tu penses, dit Sheila à Zest avec un sourire. Ce serait un honneur d'être votre servante, jeune maître à la Vru, dit Zest en inclinant la tête. De plus, si vous le permettez, j'aimerais faire partie de votre deuxième péri. En réponse à la demande de Zest, James ne put s'empêcher de hausser un sourcil. Voyant la confusion sur son expression, Sheila clarifia les choses. À cause de la façon dont Zoljar l'a élevé, Est ne peut pas grandir en force au-delà de ce que vous voyez maintenant, a déclaré Sheila. Ça veut dire qu'il n'a aucun potentiel de croissance, dit Evangeline, interrompant la conversation. À quoi cela servirait-il à James? J'ai émis l'hypothèse que rejoindre un groupe de nobles pourrait changer cela, dit Sheila. Malheureusement, ni Zoljar ni moi n'étions assez forts pour ajouter Est à nos duos, je n'en ai donc aucune preuve. Comme Sheila l'a dit, elle et Zoljar n'étaient que des hauts gradés, il n'y avait donc aucune chance qu'aucun d'eux n'ajoute Est à leur péri. Bien que ce soit une très bonne hypothèse, sans aucune preuve, James pourrait se retrouver dans un piège, a déclaré Evangeline avec une expression sévère sur son visage. Evangeline, les sourcils froncés, et Sheila, souriante, se regardèrent. À mesure que le temps passait, la tension montait. Cependant, une personne dans la pièce n'était absolument pas affectée par cette tension. Eva, tu es trop mignonne, s'exclama Kalua avec enthousiasme en serrant Evangeline dans ses bras. Tu te comportes comme une épouse protectrice. Kalua, lâche-moi, dit Evangeline en luttant pour se libérer. Combien de fois t'ai-je dit sans crier gare de ne pas me prendre dans mes bras? Et qu'entends-tu par épouse protectrice? Et ainsi, l'atmosphère tendue a été rompue. Eh bien, je suppose qu'elle avait raison, dit Sheila avec une expression contemplative sur son visage. Eh bien, si ce qu'a dit Evangeline est vrai, ça ne me dérange pas qu'elle soit transférée dans ma péri, dit Venlana en souriant. Si elle est aussi compétente que vous le dites, ça ne me dérangerait pas de la voir comme servante personnelle. Une fois de plus, sentant que sa position était remise en question, Greffia plissa les yeux pour la deuxième fois. Pourquoi l'irrites-tu comme ça? Demanda doucement Rhea, un sourire aux lèvres. Parce que c'est intéressant, répondit Venlana avec le même calme. Ce n'est pas une mauvaise solution, dit James en lui caressant le menton. Mais tante Venlana, tu es sûre? Pourquoi pas? Venlana haussa les épaules. Hormis Greffia, ma noblesse est complètement vide. Je vois, dit James en tournant son attention vers Sheila et Zest. Eh bien, ça ne me dérange pas d'essayer. Sur ce, James se leva du canapé et s'approcha de Zest. À un peu plus d'un bras d'elle, James tendit le bras droit, paume vers le haut. Un instant plus tard, 2 pions apparurent. Eh bien, on dirait que tu as encore du potentiel, dit James en souriant. Je pense que Zoljar n'a tout simplement pas su le libérer. Ou alors il a été bloqué lors de sa création. Puis, sans attendre, James pressa les 2 pions sur la poitrine de Zest. Au début, en tant que démon, après avoir fermé les yeux, le processus d'accession de Zest à la péri de James ne prit guère de temps. Dès que le processus fut terminé, Est ouvrit les yeux. Il serra et desserra les poings à plusieurs reprises. Il sentit clairement que, même si ce n'était pas beaucoup, il avait gagné en force. Puis il tomba à genoux, la tête baissée. Merci, maître, dit Zest d'un ton solennel. Je vous consacrerai tout mon être. Esprit, corps et âme. Une fois de plus, Greffia plissa les yeux. Cette fille pourrait vraiment menacer ma position, pensa Greffia. Elle prend ce vote très au sérieux. Lève-toi, dit James avec un sourire ironique. J'apprécie ton dévouement. Vraiment. Mais s'agenouiller, c'est un peu trop. Zest se leva comme ordonné. Puis, Sheila la serra dans ses bras, le sourire aux lèvres. Félicitations, petite Zest, dit Sheila. Ça veut dire que tu vas l'embaucher comme domestique aussi? Oui, je crois, répondit James en se grattant la nuque. Alors je la laisserai sous ta garde, dit Sheila avec un sourire. Dans ce cas, je resterai ici quelques jours aussi, dit Venlana en souriant à James. Comme ça, Greffia pourra vérifier ton travail. On dirait que Lana s'est mal conduite, murmura Rhea à Leona. Tu n'aurais jamais dû lui ouvrir cette porte à l'époque. Je suppose que ton divorce est définitif, Lana, demanda Leona dans un murmure, les yeux plissés. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit Venlana en agitant la main d'un air dédaigneux. Ne tenteriez-vous pas de vivre sous les ordres d'un assassin, formé par Maître Skatash, qui,
par ailleurs, déteste le toit de NTR? À ce moment-là, la sonnette retentit à nouveau. Greffia et Zest se dirigèrent vers la porte d'entrée. Cependant, réalisant qu'ils n'étaient pas les seuls à bouger, ils échangèrent un regard. Sentant l'atmosphère compétitive commencer à se développer, James appela à nouveau Zest. Reste, en attendant de te familiariser avec le manoir, laisse Greffia s'occuper de tout, dit James d'un ton fatigué. On te tiendra au courant demain. En attendant, profite bien de la journée. Oui, maître, dit Zest en s'inclinant. Jetant un dernier coup d'œil à Greffia se dirigeant vers la porte d'entrée, Est se retourna et se tint derrière James. PFFF. Les avoir tous les deux ici va être plus compliqué que prévu, pensa James. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.